Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette première table ronde sur la thématique finance responsable. Une table ronde co-organisée en partenariat avec l'EDEC et Place Financière avec pour question, pour thématique, le prochain leader de l'entreprise en matière de durabilité serait-il le directeur financier? Et je mets la phrase, vous l'avez vu, au conditionnel. Réglementation des PEF, raison d'être, entreprise à mission, Bicorp, RSE. La RSE prend une place prépondérante dans l'économie et dans les entreprises. À ce titre, des interrogations naissent. Performance financière, extra-financière, parle-t-on d'antagonisme ou au contraire de complémentarité? Comment l'entreprise concilie-t-elle les préoccupations de court terme et de long terme? Comment les marchés financiers intègrent la performance extra-financière? Quel appétit des investisseurs, institutions, particuliers pour l'investissement responsable? Nombre de thématiques autour de cette finance responsable dont l'île Place Financière est un ardent défenseur et qui place le directeur ou la directrice financière au cœur de la problématique. Cela ferait-il du directeur financier le prochain leader de l'entreprise en matière de durabilité? Pour tenter de répondre à ces questions, 4 témoins parmi nous. J'invite donc Léa Dunant-Châtelet qui est à distance. Bonjour Léa. Bonjour. Vous êtes normalienne, agrégée d'économie et de gestion. Vous avez commencé votre carrière chez Odo Securities dans le poste d'analyse extra-financière. En 2010, vous rejoignez Sycomore Asset Management où vous devenez associée et directrice de la gestion OSG. En 2015, vous intégrez Mirova en tant que directrice de la gestion action, puis en 2018, DNCA Finance en tant que directrice du pôle investissement responsable. Vous enseignez en école de commerce et vous êtes co-auteur de l'ouvrage ISR et finances responsables chez Ellipse. Et je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui. Avec plaisir, merci. Christine Duroux. Christine, en tout début de carrière, vous avez travaillé dans le secteur des médias comme chargée de stratégie et des nouveaux projets liés à la révolution Internet dans la presse, groupe Les Échos, puis Havas Interactive, devenu Vivendi. Après votre MBA, vous vous orientez vers le conseil en Amérique du Nord avant de rejoindre en 2003 le cabinet de conseil nouvellement créé, KEA, dont vous êtes aujourd'hui senior partner. Vous êtes activement engagé au sein d'Entreprises et Progrès, dont vous êtes vice-présidente et dont vous nous présenterez le champ d'intervention. Merci également d'être avec nous ce matin. Maëline Nouivanis-Vong, après une première expérience en salle de marché en analyse financière sur le secteur agroalimentaire, vous faites le choix de rejoindre le groupe Danone, un choix de conviction, dites-vous, lié à un sentiment de valeur partagée. 10 années d'expériences diverses en contrôle de gestion dans 3 divisions différentes au sein de Danone. Puis vous prenez en 2017 la responsabilité de la finance au sein de Les Prairies en Bio, filiale bio de Danone, qui commercialise notamment la marque de produits laitiers bio lait de vache. Merci également d'être avec nous ce matin. Et puis nous aurons en fin de table ronde l'intervention d'un invité. Nous aurons Antoine Lemarchand, qui est président-directeur général de Nature et Découverte depuis 2009. Ses engagements environnementaux et sociétaux sont nombreux et connus. Président de la Fondation Nature et Découverte, qui finance des projets en lien avec la nature. Membre de la Fondation Lemarchand pour l'équilibre entre les hommes et la terre, qui soutient des projets favorisant les modes de vie écologiques, la solidarité sociale intergénérationnelle à travers la nature et l'utilisation durable de la nature sauvage pour les activités humaines. Antoine est également président d'Entreprises et Progrès. Il nous rejoindra donc en fin de conférence pour partager son expérience au sein de Nature et Découverte. Donc le prochain leader de l'entreprise en matière de durabilité, et serait-il le directeur financier? Peut-être une première série de questions autour de la présentation des activités des uns et des autres et leur champ d'intervention dans ce domaine qu'est la RSE, en commençant par Christine. Donc peut-être Christine, présentez-nous votre activité. Oui, tout à fait. Donc, alors moi, en fait, je suis là avec 2 casquettes. D'abord, je suis effectivement senior partner d'un cabinet de conseil en stratégie d'origine européenne, française et européenne. Je pense que c'est particulièrement important. Nous, ça fait 20 ans qu'on a en tête cette idée de capitalisme responsable et on a eu la très bonne idée, je dis ça avec un sourire, de passer entreprise à mission
un premier cabinet de conseil en stratégie à passer entreprise en mission le 7 mars 2020, ce qui, au niveau du timing et de la couverture médiatique, n'a pas eu l'impact que nous espérions. Mais cela dit, on a donc désormais une mission qui est d'entreprendre les transformations pour une économie souhaitable. Donc j'y reviendrai, mais nous, on a choisi le mot souhaitable plutôt que durable. Ce qui est une nuance qui est relativement importante. Et j'ai une deuxième casquette, puisque je suis aussi très engagée sur un plan bénévole sur l'association Entreprises et Progrès, qui là aussi est une vieille dame au sens noble du terme en termes de responsabilité, puisqu'en fait l'association a été fondée il y a 50 ans par justement Antoine Riboud à l'époque et François Dalle, donc autant dire ça date pas d'hier, au lendemain de ce qui était tout ce qui était nouvelle société à la fin des années 60. Donc on voit bien, pourquoi je dis tout ça, qu'aujourd'hui la question de la durabilité, du directeur financier, c'est une histoire, c'est une continuité, c'est peut-être un tournant, mais en tout cas on s'inscrit dans ce qu'on fait dans cette question-là, voilà, du temps long et de la durabilité. D'accord. Et fort de cette double casquette que vous citiez, d'observatoire que vous formez de la RSE, quelle est aujourd'hui votre estimation du niveau de maturité et d'engagement des entreprises ? Alors, moi j'ai l'impression, alors c'est assez amusant, souvent je me fais la réflexion. Moi j'ai démarré le conseil en 99, j'étais aux États-Unis, il y a eu les émeutes de Seattle. Et je me souviens très bien de m'être dit à l'époque, tiens, c'est drôle. Et comment, si vous vous souvenez, ça a été les premières émeutes liées au premier soubresaut de la mondialisation, avec une question sur les modèles, etc. Et je me souviens de m'être dit, tiens, c'est marrant, il se passe quelque chose. Il est quand même curieux que dans ce monde développé, en pleine croissance, et j'étais dans le conseil, il commence à y avoir ces mouvements-là. Ensuite, on a eu la fin des années 2000. 2007, le Grenelle. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais on avait le Grenelle, puis après on a eu la crise. J'espère que cette fois-ci, ce ne sera pas pareil avec le tipping point et puis la crise. Et la deuxième vague, où on s'est dit, il y a une première vague de maturité. Et nous, par exemple, on a commencé à voir à cette époque-là des entreprises qui commençaient à ancrer dans leur stratégie, y compris d'ailleurs leurs indicateurs, leur stratégie marketing, leur développement, leur plan stratégique, des questions de développement durable, puisque c'est à la fin des années 2000, comme ça qu'on appelait les choses. Et là, nous, ce qu'on voit, c'est pour le coup une bascule qui a eu lieu avant 2020 et 2019. Plusieurs indicateurs, d'abord des projets, une préoccupation. Et de façon générale, ce qu'on constate aussi, j'y reviendrai, c'est qu'au fond, ça fait partie encore des sujets qui, pour les entreprises qui ne sont pas complètement en mode de survie, continuent à être des sujets cœur de préoccupation des COMEX. Donc, il y a une maturité, il y a une vague. Je ne sais pas si c'est une bascule, mais ces trois étapes-là, elles semblent quand même aller vers un futur assez inéluctable, de pair avec la digitalisation, quand vous regardez d'ailleurs. D'accord. Donc un continuum et une logique dans la progression. Je me tourne maintenant vers Léa, je me tourne digitalement vers Léa pour l'interroger. Je vous laisse peut-être, Léa, présenter votre activité DNCA. Bien sûr. Alors, DNCA Finance est une société de gestion en fait qui gère de l'argent pour compte de tiers. Donc, c'est principalement des grands investisseurs institutionnels, mais également des réseaux bancaires, donc des particuliers. Et nous gérons à peu près 25 milliards aujourd'hui, ce qui fait de nous une société de gestion de taille très acceptable en Europe. La particularité de mon métier, alors moi je travaille dans l'extra-financier, l'ISR, il y a beaucoup de termes derrière cette notion de durabilité des investissements depuis plus de 15 ans, donc avec une évolution que j'ai vue sur les marchés qui est assez importante. Notre métier chez DNCA aujourd'hui, c'est d'investir dans des entreprises, de les accompagner dans la durée, puisque nous sommes des investisseurs fondamentaux, ce qui est d'ailleurs assez intéressant parce que ça s'oppose à la finance que l'on connaît et que l'on voit dans les journaux depuis un certain nombre d'années, notamment depuis la crise financière. Et je crois que la notion de durabilité, elle devient essentielle lorsqu'on est un investisseur de long terme, puisque j'allais dire l'horizon de temps d'une entreprise, il est souvent décorrélé de l'horizon de temps des marchés. Et dans notre démarche, on essaye de rapprocher de plus en plus ces deux notions. Mon rôle, évidemment, c'est d'avoir cette vue sur les enjeux de développement durable, cette capacité à analyser
les enjeux dits extra-financiers d'une entreprise, même si de notre point de vue, ils sont de plus en plus financiers. Et d'ailleurs, ça fait le lien avec cette conférence et le rôle du directeur financier, qui est notre premier interlocuteur finalement avec le directeur général de l'entreprise lorsqu'on les rencontre tous régulièrement. Et donc à ce titre, nous avons une démarche qui souhaite intégrer parfaitement à la fois une notion qui est celle de la responsabilité de l'entreprise. Je crois qu'on ne peut plus en faire l'impasse aujourd'hui. Et puis une notion de transition durable, d'exposition des entreprises à des enjeux du développement durable, de contribution même. Tout ça, on le fait avec un modèle propriétaire, mais on aura l'occasion d'en reparler, avec beaucoup d'enjeux autour des données, de la transparence, de la comptabilité, de l'harmonisation. Donc je crois que c'est une table ronde qui est tout à fait appropriée. Merci. Alors 15 années de progression de l'investissement socialement responsable, qui est le pendant dans le monde financier de cette responsabilité sociétale des entreprises et leur traduction. Est-ce que vous pouvez nous dresser un panorama aujourd'hui de quoi parle-t-on en termes de volume, en termes de diversité des investissements, en termes également de positionnement de la France en matière d'ISR par rapport à l'investissement, je dirais, mondial dans ce segment? Alors la France, j'ai commencé par la fin de la question, a effectivement été leader dès le départ, avec des régulations comme la loi NRE au début des années 2000, puis Grenelle, et il y en a eu d'autres depuis. Et puis vraiment un moteur assez fort de la part des entreprises à publier des comptes de résultats, des bilans sociaux et des éléments de stratégie sur le développement durable. Ça, c'est pour la partie vraiment, j'allais dire, en entreprise. La France a été leader, l'Europe d'une manière générale aussi, avec une dominante, je dirais, plutôt environnementale dans les pays nordiques, l'Allemagne, la Suisse, une dominante plutôt gouvernance dans les pays anglo-saxons, donc évidemment l'Angleterre pour l'Europe, et puis un peu plus le social dans les pays du Sud. À l'échelle internationale, je dirais que là, ça s'accélère très fortement depuis 4-5 ans, d'un point de vue régulation, mais aussi d'un point de vue prise de conscience du côté des entreprises. Mais globalement, le reste du monde était relativement en retard, notamment l'Europe, l'Amérique du Nord et notamment les États-Unis. En revanche, côté pays émergents, l'Asie a toujours été un tout petit peu mieux que le reste, mais là encore on est très embryonnaire. Je dirais que le niveau de transparence que l'on a reste très ténu dans le reste du monde par rapport à l'Europe. Du côté des investisseurs, c'est exactement la même photo que l'on pourrait faire et la même évolution. Donc l'ISR, l'investissement responsable, a commencé dans les années 80. C'était vraiment très embryonnaire, c'était basé sur des exclusions sectorielles assez éthiques finalement, qui ne font pas du tout écho aux enjeux dont on va parler aujourd'hui. Depuis les années 2000, on a un peu mieux intégré les enjeux de développement durable au fur et à mesure justement de cette transparence, avec depuis une dizaine d'années une deuxième notion qui est entrée en ligne de compte et qui est très importante, qui est celle de l'impact des entreprises sur la société. Et là, depuis environ 5 ans, on a une vraie recherche de mesure de cet impact, toute classe d'actifs confondus dans la finance, que ce soit dans les actions cotées, les obligations qu'émettent les entreprises, mais aussi dans le private equity ou encore d'autres activités, l'immobilier. Et donc aujourd'hui, ce que ça représente, c'est à peu près 5% des encours qui sont sous gestion, qui sont gérés de manière dite durable, mais en réalité, l'accélération a été très très forte ces 2 dernières années. C'est des croissances je dirais à 3 voire 4 chiffres parce que l'effet base était petit. Et aujourd'hui, on voit très bien qu'on va très très rapidement vers une intégration à 100% de ces enjeux. Intégration qui ne signifie pas forcément impact, mais en tout cas, il n'y a quasiment plus aucun asset manager, gestionnaire, institutionnel ou même banque qui commercialise des produits qui ne se pose pas la question d'intégrer à 100% les enjeux de durabilité dans les gestions. Merci. Donc une progression continue et une France pionnière, en tous les cas, en la matière, on l'a compris. Merci. Je me tourne maintenant vers Maëline, donc directrice financière. Je vous laisse d'abord présenter votre entreprise et puis l'engagement RSE de celle-ci. Oui. Alors, les Prairies Bio, je pourrais vous la présenter de façon classique en vous disant que c'est une filiale bio de Danone qui a été créée il y a 14 ans, qui est leader du l'ultra frais bio depuis 2 ans. Et finalement, qui est la première filiale française du groupe Danone à être certifiée Bicorp.
Et finalement, parce qu'on est Bicorp, c'est justement pour ça que je vais vous la présenter autrement. Donc en fait, les Prairies Bio, c'est une quinzaine de salariés en direct qui sont engagés à la réussite de la mission au quotidien. C'est 47 éleveurs en Normandie avec lesquels on a créé une relation équitable et avec lesquels on travaille également au quotidien. C'est 2 usines et de l'emploi créé en Normandie. C'est une quarantaine de produits laitiers sourcés avec des ingrédients de qualité et avec des recettes courtes. Et surtout, au-delà de parler d'une stratégie RSE, c'est une raison d'être qui est écrite et dans laquelle la RSE est pleinement intégrée, qui est d'explorer de nouvelles solutions et d'entraîner nos parties prenantes à avoir un impact positif sur les hommes, la planète et les animaux. Très bien, donc une RSE complètement intégrée à la stratégie et au développement de l'entreprise. Léa l'indiquait tout à l'heure, le directeur financier est souvent son premier interlocuteur en la matière. Quel est votre rôle justement dans le déploiement de cette stratégie RSE en tant que directrice financière ? Alors, mon rôle, finalement, n'est pas très différent que de celui d'un DAF classique, on va dire, où la stratégie RSE est, on va dire, est séparée de la stratégie de l'entreprise. La grosse différence, c'est que comme, justement, dans la raison d'être de notre entreprise, il y a une stratégie RSE, mon rôle est de donner tous les outils et les analyses possibles liées à notre entreprise pour prendre les décisions en lien avec nos stratégies. Et du coup, mon rôle est vraiment d'être, grâce à mon rôle central au sein de l'équipe, c'est d'entraîner un peu tout le monde qui sont tous engagés. Hein. Le DAF tout seul ne peut rien faire. Tout le monde est engagé sur la raison d'être de l'entreprise. Et voilà pourquoi c'est plus facile finalement d'être un DAF dans ce type d'entreprise. Très bien. Et vous, donc vous êtes issu d'une très grande entreprise qui a un engagement RSE connu. Je vise là évidemment Danone. Vous êtes maintenant chez les Prairians. Les Prairies Bio. Les Prairians Bio, effectivement. Excusez-moi. Est-ce que votre approche de la finance, est-ce que votre stratégie financière, est-ce que les décisions que vous êtes amenés à prendre ou à recommander sont impactées justement par cet engagement RSE comparé à d'autres sociétés qui auraient peut-être pas ce niveau d'engagement ? Oui, bien sûr, on se pose toujours la question. En fait, depuis 14 ans, finalement, toutes les décisions qui ont été prises ont été liées par conviction, intuition, liées à la stratégie RSE, à la stratégie. De plus en plus, on essaye de factualiser tout ça. Et justement, notre passage en tant d'entreprise Bicorp nous a beaucoup aidé à faire ça. Très bien. Une deuxième séquence autour de cette dimension de réglementation, mais d'engagement également autonome des entreprises, avec une question à Léa. Depuis quelques années, la réglementation s'est étoffée concernant la RSE. Quel est aujourd'hui l'état de l'art en matière de normalisation, tant en France d'ailleurs qu'au niveau européen ? Alors effectivement, la réglementation est extrêmement puissante depuis 2 ans. Et d'ailleurs, à l'échelle européenne, ça change beaucoup les choses par rapport à, je dirais, aux années précédentes où on avait des réglementations très locales, ce qui rendait d'ailleurs la tâche assez complexe, notamment justement pour les entreprises. Aujourd'hui, la réglementation je vais prendre vraiment l'état de l'art actuel parce que l'historique ne serait pas forcément utile. Je crois que c'est ce plan pour la finance durable qui est à l'échelle de la Commission européenne, premièrement, dont émanent plusieurs choses importantes. La première, c'est un règlement de disclosure. Alors, désolé pour les termes un peu compliqués ou très administratifs. Le règlement de disclosure, c'est une liste d'indicateurs qui vont être rendus obligatoires côté entreprise, donc en matière de reporting, mais également pour nous, côté investisseurs, pour pouvoir donner une sorte de couleur sur nos fonds. Il y a plus de 50 indicateurs qui ont été listés. Le premier problème, si je parle juste de cette partie, c'est qu'on a les indicateurs. En revanche, on n'a pas les méthodes. On n'a pas d'harmonisation quant à la manière dont on va calculer. Prenons un exemple simple sur l'environnement. Comment calcule-t-on une empreinte carbone? Ou même en social, comment calcule-t-on un taux d'absentéisme?
Ça, c'est un élément qui est assez important et qui va progressivement se normaliser. Je vais y revenir. Deuxième chose qui émane de ce plan de la Commission européenne, eh bien, c'est évidemment la taxonomie. Elle est essentielle, la taxonomie d'ailleurs, parce que si je fais le lien avec le rôle du directeur financier, aujourd'hui, un directeur financier doit être capable de répondre à la taxonomie. Qu'est-ce que c'est une taxonomie? C'est une classification, hein, tout simplement, des activités des entreprises selon qu'elles ont une contribution positive. Alors pour l'instant, on parle que d'environnement, mais on parlera du reste probablement dans les prochaines années, ou selon qu'elle a une contribution négative ou aucune. Et ça veut dire que demain, et demain c'est 2021, hein, c'est ce que la réglementation demande, eh bien, un directeur financier doit être capable de fournir la répartition de son chiffre d'affaires en fonction de cette classification et de la taxonomie. Et effectivement, aujourd'hui, c'est assez complexe parce que là encore, vous avez un groupe de travail qui essaye de définir précisément ces activités, mais c'est en cours de route et évidemment, c'est très complexe. Et puis, troisième élément de réglementation qui émane toujours de ce plan de la Commission européenne, eh bien, c'est un Green Deal. Et c'est un Green Deal qui change tout. Et ça, je crois que c'est assez fondamental à avoir à l'esprit. C'est-à-dire qu'on est en train d'orienter les investisseurs vers une typologie d'activités qui contribue effectivement à la transition énergétique. Encore une fois, ça n'est qu'environnemental, ça évoluera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on soit convaincu ou qu'on ne soit pas convaincu par des thématiques de changement climatique, de nécessité de transition énergétique, c'est plus tellement le sujet. Quand la réglementation vous impose d'y aller, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Et c'est ce qui fait justement qu'aujourd'hui, les investisseurs sont assez moteurs, à la fois dans le dialogue avec les entreprises, mais aussi dans leur manière d'allouer le capital vers ces nouvelles activités. Et quant à l'harmonisation des données, quant à la manière dont on va pouvoir derrière, dans un rapport annuel, dans un document de référence, trouver l'information, eh bien là, c'est un peu, j'allais prendre une expression simple, mais on a mis la charrue avant les bœufs, comme souvent, et donc on a donné les objectifs, on n'a pas donné les méthodes. Et les méthodes, elles vont venir des cabinets d'experts comptables, à la manière des normes IFRS et IAS, ça se structure. Les 4 grands cabinets d'audit ont annoncé justement des réflexions autour de la manière dont on pouvait standardiser cette information extra-financière. Ça va être également le rôle des entreprises et secteur par secteur de s'organiser pour trouver des définitions. Mais là, c'est encore un travail qui, à mon avis, a quelques années devant lui avant d'être finalisé et qui sera nécessaire. Vous appelez de vos voeux de la rationalisation, la standardisation. On le voit, il y a beaucoup de parties prenantes. À votre sens, qui doit prendre le lead sur cette standardisation? Est-ce que c'est le législateur, avec le risque d'avoir parfois une réglementation qui soit un peu hors sol, les organisations représentatives, les cabinets d'audit, les entreprises elles-mêmes? Qui doit prendre ce leadership? Eh bien, je pense que les entreprises et les cabinets d'audit sont les premiers concernés. Les entreprises en premier lieu parce que c'est à eux d'établir leurs standards. Alors évidemment, il y a certains éléments qui sont, j'allais dire, transversaux. Je pense notamment aux indicateurs sur les ressources humaines ou même sur les consommations d'énergie, mais il y a des indicateurs qui vont être très spécifiques aux activités et il est absolument nécessaire que les entreprises soient capables de définir les indicateurs qui soient pertinents et les méthodologies comptables qui vont avec. Les cabinets d'audit vont avoir un rôle à jouer, notamment pour la certification de ces données et la crédibilité qu'on leur accorde, parce que je crois qu'il y a quand même un élément important aujourd'hui avec l'intégration, le rapport intégré et donc l'obligation de mettre les données extra-financières dans les rapports annuels, il y a eu l'obligation de les auditer. Mais la traçabilité aujourd'hui de ces informations, elle est complexe parce que c'est nouveau, parce que, encore une fois, les méthodologies sont différentes. Donc je pense que vraiment, c'est au niveau des entreprises de trouver une organisation pour définir au départ ces indicateurs pertinents, leur méthodologie, et puis ensuite, effectivement, le relais du côté des auditeurs pour la traçabilité. Donc voilà un appel aux entreprises. Prenez vos responsabilités en matière de RSE. Christine, on a l'impression que c'est, et particulièrement en France, c'est souvent le législateur qui fait bouger les lignes. Quel est votre avis ? Alors nous, ça fait une dizaine d'années quand on discute avec les directions générales, les directions financières, les directions RSE, on discute avec eux en fait en disant à chaque fois, en fait, il y a 3 niveaux. Il y a un premier niveau qui est la conformité.
La conformité aujourd'hui, de toute façon, elle sera nécessaire. C'est la discussion qui vient d'avoir lieu. De toute façon, il y a énormément de travail. Enfin, tout le monde a, sinon, lu, du moins feuilleté le rapport de Cambourg. Enfin, ça progresse. On va vers quelque chose d'assez inéluctable. Et c'est important. Et d'ailleurs, les directions financières, puisque c'est le sujet de ce débat, ont un rôle absolument essentiel à jouer. Après, nous, souvent, on a tendance à dire, et on a quand même intérêt, on challenge beaucoup les entreprises en disant, la conformité, c'est une conformité qui veut dire que vous serez comme vos confrères, comme vos concurrents. Et au fond, tout ça est relativement déconnecté ou à côté de la stratégie. Et de toute façon, plus compliqué quand on n'est pas, on va dire, impact native. Ça, c'est des choses on discute beaucoup chez Entreprises et Progrès, la différence entre impact native et pas impact native. Vous savez, à l'image de digital native et pas digital native. Et donc souvent, nous, ce qu'on dit, pour le coup, il y a quand même deux autres niveaux que vous avez intérêt à regarder, donc au-delà de la réglementation, au-delà de la conformité, qui est, alors ce qui est traditionnellement vu, qui est la contribution au bien commun. Donc ça, c'est quel est l'endroit où je veux aller un peu plus loin, ça c'est un choix. C'est un choix de contribuer à ce que moi je pense être... par exemple, pour les entreprises implantées localement, en quoi je vais un peu au-delà de la conformité, mais ça, c'est des choses qui sont, j'ai envie de dire, qui étaient déjà présentes en tant que stratégie RSE, donc souvent au sein des directions RSE, d'ailleurs, assez déconnectées, pour le moment, direction financière. Et puis, il y a entre les deux, parce que nous, on travaille beaucoup, et ce qu'on appelle en fait la question de la pérennité, qui est là où peut-être que les directions financières, les questions de réglementation et les questions stratégiques rejoignent. C'est-à-dire le fait de se dire, au fond... au cœur de ma stratégie, la question de l'économie souhaitable, de l'impact, il est lié à ma pérennité. Si tant est qu'on considère que la pérennité d'une entreprise soit une valeur en soi. Mais ça, c'est un autre débat. Mais ceci posé, nous sommes européens, donc on va dire que oui, même si on aime bien Schumpeter. Par rapport à ça, ça veut dire qu'il faut quand même aller au-delà de la réglementation, où il faut se créer. Exactement, d'ailleurs, comme le disait Léa à l'instant, il faut se créer peut-être sa propre réglementation en fonction de sa stratégie, ses propres objectifs, des choses qui vont sécuriser la pérennité. Moi, je donne un exemple, on travaille entre autres secteurs dans l'industrie du luxe. Ça fait quand même quelques années déjà, quoi qu'on pense de cette industrie, que la question du sourcing amont, c'est une question de pérennité pour elle. Parce que quand vous n'avez plus de matière, quand vous n'avez plus de matière locale, quand vous n'avez pas l'écosystème amont vous n'êtes pas durable, vous n'êtes pas pérenne en tant qu'industrie. Et vous pouvez multiplier ces exemples-là à peu près tous les secteurs. Donc par rapport à ça, la conformité, c'est important. La réglementation, ça pousse tout le monde et ça monte au fur et à mesure. C'est une réglementation légale et puis après une espèce de conformité métier. Nous, on pose pour que chaque entreprise se pose aussi la question de mon impact, c'est aussi un facteur de pérennité. Et donc, ce qui crée une forme de norme qui n'est pas du washing, qui est une norme stratégique, qui est une intégration au cœur de la stratégie. Donc la réglementation nécessaire, mais pas suffisante. Certainement pas. Maëline, cette réglementation, c'est pour vous une contrainte ou un facteur de progrès, peut-être votre mauvaise conscience aussi, quand on a plutôt tendance à relâcher l'effort dans des circonstances plus compliquées? Alors pour moi, la réglementation, je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment, c'est un point d'appui, c'est pas forcément une contrainte. Enfin, ça dépend des entreprises et d'où on part, forcément. En tous les cas, chez les prairies bio, c'est plutôt un point d'appui, mais effectivement, je suis d'accord avec ce que dit Christine, ce n'est pas suffisant. On a fait le choix justement de se certifier Bicorp parce que ça nous permettait d'avoir non seulement la réglementation donc sur définir notre mission, etc. Ça, c'était une chose, mais aussi avoir un regard sur 360 sur toutes les actions qu'on peut mener. Et du coup, la réglementation en ça n'était pas assez suffisante. Et nous sommes allés chercher le support ailleurs, chercher nos points de progrès et vraiment aller vers du positif et de l'amélioration continue. Vous pouvez peut-être nous rappeler ce qu'est la certification Bicorp en deux mots, mais également quelle a été votre action en tant que directrice financière, toujours dans le sujet de cette table ronde. Quelle a été votre action pour développer et obtenir cette certification et surtout la maintenir? Alors la certification Bicorp, c'est une certification avec un questionnaire qui est le B-Impact Assessment, qui est en fait un questionnaire de 200 questions sur tous les domaines de l'environnement, le social, la gouvernance.
auxquels il faut répondre avec des preuves, des éléments de preuve. Et du coup, en tant que DAF, l'objectif a été de justement aider à remplir cet assessment et fournir les éléments de preuve nécessaires. Très bien. La certification B Corp, on parlait de réglementation, Christine. Comment le percevez-vous? Est-ce que c'est ce qui fait prendre un cran supplémentaire à cette réglementation? Alors nous on a regardé, puisque comme je vous le dis, on est passé entreprise à impact, entreprise à mission, pardon, excusez-moi, en mars, et on a regardé aussi en tant que cabinet de conseil en stratégie la question du B Corp. C'est très normatif, donc c'est très bien, ça pousse. Ça fonctionne bien quand on est dans un univers, là je suis un peu, là c'est expérience personnelle, ça fonctionne bien quand on est dans un univers de biens de consommation, qui est d'ailleurs autour de ça que ça a été créé, etc. C'est plus compliqué quand par exemple comme nous, en tant que cabinet de conseil, on a un impact indirect. On crée un objet qui est un impact qui a un non-impact native. On crée un objet dont la mission est indirecte, c'est d'aider les entreprises, et pas seulement, mais dans le cadre de leur projet de transformation, à construire une économie souhaitable. Là, pour le coup, les certifications B Corp, c'est un peu plus compliqué. Ça correspond parce que c'est de l'impact indirect, que la mesure de l'impact, elle n'est pas aussi fine. Elle a été créée, B Corp, c'est parmi les leaders, on a du Patagonia, enfin on a tous ces noms-là qu'on connaît tous. Donc ça a été créé, donc c'est très bien. Dans certains univers de biens de consommation, nous aurions intérêt tous, je suis toujours embêtée avec la France et l'Europe qui a, comme on le disait, quand même un relatif leadership, je suis toujours embêtée de se dire qu'on ressort à une réglementation qui est quand même américaine, même s'ils font des choses très bien. J'aimerais bien qu'on aille un cran plus loin et qu'on ait une certification, je sais pas, S-Corp pour les services, par exemple. Je pense que c'est un champ d'exploration très important. Léa, la certification B Corp, ça résonne aux oreilles des investisseurs? Oui, alors, vous savez, il y a un problème auquel on va faire face là, dans les prochains mois, c'est cette démultiplication des certifications qui perdent du coup de leur sens. Et je suis bien placée pour le savoir parce que dans notre industrie, on a une forme de certification qui est un label ISR et qui de la même manière est devenu quelque chose d'obligatoire pour tout le monde. Et donc quand vous avez cette obligation et que tout le monde le fait, finalement la crédibilité derrière, elle peut être remise en question. Je trouve que sur le principe, c'est très très bien. Et je pense qu'il y a quand même ce petit élément à garder en tête, que très prochainement, il y a fort à parier que la plupart des entreprises auront une certification d'une manière ou d'une autre. Ce qui, moi, me pose problème avec ces certifications-là, c'est que ce sont des éléments très marketing. Ça a été dit à l'instant, et j'aime beaucoup cette remarque. C'est valable quand on est dans des biens de consommation. Nous, par exemple, nous ne sommes pas du tout dans des biens de consommation. On a autant d'entreprises en face de nous que de secteurs, que de régions géographiques dans lesquelles on est censé investir. Et c'est vrai que finalement, la meilleure crédibilité qui soit, et je vais peut-être être un peu provocatrice, c'est lorsque l'on pose la question aux dirigeants. Et là, à nouveau, je parle du directeur général et du directeur financier, c'est-à-dire vraiment les deux personnes qui pilotent l'entreprise. Je rajouterais même le DRH, ou la DRH, d'ailleurs, on ne va pas mettre de sexisme. Bien, je pense que ce sont ces personnes-là à qui aujourd'hui, si l'on pose des questions simples sur la stratégie de l'entreprise en matière de durabilité, prenons la crise actuelle pour être très concret et regardons comment nous, un investisseur, on peut challenger finalement le comportement des entreprises sur cette période. Eh bien, il y a 2-3 indicateurs qui vont être regardés de très très près à partir de l'année prochaine et on va poser ces questions-là aux dirigeants. C'est-à-dire, par exemple, quel a été le délai de paiement fournisseur sur l'année 2020 ? Quel était-il en 2018 ? Quel était-il en 2019 ? Voyons effectivement si l'entreprise a joué le jeu ou pas, justement, de continuer à régler ses fournisseurs si elle le pouvait. Quel a été le taux d'emploi, par exemple, du chômage partiel ? Quel a été le maintien des investissements en R&D ou les CAPEX de développement ? Tout ça sont des éléments, et puis plus largement, quel a été le pilotage de l'entreprise par rapport à ses objectifs de développement durable à long terme. Souvent, ces quelques questions-là que je suis en train de vous poser, la direction générale va vous dire, on va appeler le directeur de la RSE, on va vous mettre en contact avec les responsables du développement durable. Cette réponse-là, elle témoigne à elle seule du niveau d'intégration stratégique des enjeux. Et c'est là où je vous dis, les certifications sont très intéressantes, elles permettent éventuellement de faire un premier tri, elles vont devenir mainstream, pardonnez-moi l'expression, c'est-à-dire que tout le monde les aura très vite.
Et donc, la réalité, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut juste confronter le discours à ce qui est mis en œuvre. Et je pense que le meilleur moyen, c'est de poser des questions simples au plus haut niveau. Et lorsqu'elles ne sont pas intégrées, eh bien, je pense que ça signifie tout simplement que certification ou pas, quelque part, c'est un sujet qui est soit de communication, dans ce cas-là, soit s'il est stratégique, vous n'avez pas besoin de certification pour démontrer ce que vous faites. Je suis un peu challenging et provocatrice, mais c'est volontaire parce que mon industrie qui a des certifications depuis, je vous dis, une bonne quinzaine d'années maintenant sur des labels pour l'investissement responsable, est très décriée, et manque de crédibilité pour ces raisons-là. Donc Bicorp, oui, mais la certification n'est pas suffisante. Il faut des éléments de preuve. Vous avez l'opportunité de poser des questions, et une première question qui est posée à Méline, je pense, sur la quête de sens. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui cherchent à avoir un impact positif dans la société et qui sont intéressés par une carrière comme la vôtre? De chercher, c'est ce que j'ai fait, c'est chercher une entreprise avec lesquelles on partage les mêmes valeurs. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et ensuite, de toujours se fixer comme objectif de rester fidèle à soi-même. Et quelle que soit la position, quel que soit le poste, pour le coup, il n'y a pas que directeur financier, effectivement, essayer d'intégrer ces valeurs-là au quotidien sur les actions qu'on peut mener. Donc là, la mettre en pratique. Il n'y a pas de filière de direction financière à développement durable, mais c'est une pratique au quotidien. C'est ça, ça vient de soi. Très bien. Troisième séquence, au cœur de la problématique du directeur financier, il y a évidemment la création de valeur. Et donc, question à Maëline, comment intégrez-vous et valorisez-vous la création de valeur dans votre entreprise? On voit certaines initiatives, des PNL augmentés, des triples bilans, des bilans carbone intégrés dans la performance. Quelles sont les réflexions chez Les Prairies en bio? Alors, chez Les Prairies Bio, c'est ce que je disais tout à l'heure. Finalement, depuis 14 ans, ce qu'on a fait, c'était vraiment par conviction, intuition. Il n'y avait pas de factuel. C'est pour ça que je parlais aussi de la certification Bicorp, et pour répondre à ce que disent Léa et Christine. Oui, c'est vrai que c'est peut-être plus facile dans nos secteurs d'activité, mais nous, ce n'est pas une certification pour être certifié et pour faire de la communication. C'est une certification qui nous permet d'avoir accès à un outil d'audit de notre impact. Pour l'instant, c'est celui qui existe. Ça nous permet, on s'y retrouve. Il y a une multitude de questions qui nous permettent de nous remettre en question et de nous fixer des axes de progrès. Après, je ne vous cache pas qu'effectivement, on cherche à se créer nous-mêmes un outil en interne, pour répondre aussi à ce que disait Léa tout à l'heure, de suivi de notre impact environnemental, social, etc. Et ça passe, on parle en interne de PNL augmenté. Ce serait finalement, pourquoi pas avoir en face du PNL classique de compte de résultats avec des objectifs de croissance et de rentabilité, aussi une partie sur des indicateurs d'environnement et des indicateurs sociaux. Et se dire, sur ces indicateurs-là, voilà la photo à date. Donc on parle effectivement, on a entendu parler de triple comptabilité. On n'est pas fermé, on est ouvert à un peu tous les outils. Donc s'il y a des outils qui rentrent dans les normes comptables, ce serait parfait. En tous les cas, nous, ce qu'on veut, c'est que ce ne soit pas un outil qui soit juste du reporting et que ce soit finalement un reporting de plus à faire par le DAF, mais que ce soit vraiment un outil approprié par tout le monde et que ce soit quelque chose qui soit dans une démarche de progression et se fixer une ambition par rapport aux indicateurs qui ont été choisis. Un indicateur de progrès. Oui. Pendant la préparation, vous parliez de l'intégration de la RSE dans le cycle d'innovation des produits. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails? Et donc dans cette idée-là, justement, de toujours se poser la question de comment faire pour faire de la croissance dans le respect de l'environnement et des hommes. Chaque fois qu'on lance une innovation, on se pose la question de est-ce que ce produit-là, s'il est rentable ou pas. Il y a bien sûr le critère économique qui rentre en jeu. Le DAF n'est pas là pour ne pas faire de la rentabilité. Il est là pour faire de la croissance et de la croissance rentable pour justement pérenniser l'activité et pouvoir continuer à investir et avoir un cercle vertueux dans les investissements. Et du coup, les innovations, on se pose toujours la question de est-ce que cette innovation répond, en tout cas en la lançant, on améliore ou en tout cas on ne dégrade pas
notre impact sur l'environnement et le social. Et je peux vous donner un exemple. On a changé par exemple le sourcing de la vanille dans nos yaourts brassés vanille. Au niveau PNL, si j'avais juste regardé mon PNL, on ne l'aurait pas forcément lancé comme ça. Malgré tout, on l'a lancé et on est très content de l'avoir fait. Donc le développement durable, ça peut être aussi du développement rentable. Oui. On avait évoqué le fait que votre responsabilité, elle ne s'arrêtait pas aux bornes de l'entreprise. Elle allait plus loin, et notamment en ce qui concerne votre activité, vers le monde agricole. Oui. Alors justement, dans le même type d'exemple, on a pris des décisions. On est passé il y a 2 ans, notre lait bio normand, on l'a certifié équitable avec le label Fair for Life. Donc c'est un label qu'on a choisi, qui est certifié, reconnu, etc. Ça aurait pu être un autre. La démarche finalement de l'équitable, c'était d'inclure nos éleveurs dans notre système économique. Donc je reviens à la raison d'être de Les Prairies Bio, qui est d'entraîner nos parties prenantes à avoir un impact positif sur la planète, les hommes et les animaux. Finalement, grâce à la certification équitable, non seulement on paye mieux les éleveurs que la moyenne du marché, mais on s'est engagé à avoir un prix minimum. On s'est engagé aussi et surtout à abonder dans un fonds filière qui les accompagne à investir dans des projets d'amélioration de leur impact sur l'environnement. Donc cet impact sur l'environnement, c'est pas une fin en soi finalement. Grâce à ça, donc si je vous donne des exemples, c'est financer des chemins dans les prés pour les aider à accompagner leurs vaches. Et du coup, les vaches sont un peu plus en sécurité et ont un bien-être. Et du coup, elles font du meilleur lait. Enfin, elles sont plus productives. Donc en fait, c'est un cercle vertueux de une amélioration sur l'environnement, une amélioration sur le bien-être animal, mais aussi de leur performance économique. D'accord. Cette performance extra-financière, Léa, cet intérêt porté également à l'écosystème, comment l'investisseur que vous êtes intègre ça dans ses modèles mathématiques ? C'est la partie qui est la plus compliquée et effectivement, j'allais dire, la désintégration de la chaîne de valeur dans certains secteurs fait que finalement, il faut regarder au-delà des frontières naturelles de l'entreprise. Alors, on va parler très simplement de la chaîne de fournisseurs. Il y a plusieurs choses. D'abord, la première question qu'on va se poser, c'est à quel point l'entreprise, justement, est désintégrée. C'est-à-dire qu'un directeur financier aujourd'hui, je suis désolée, ça tombe bien parce qu'on est sur ce thème, mais quand on lui pose la question quel est le pourcentage de votre production qui est externalisé, je peux vous garantir qu'il y en a 1 sur 2 qui vous répond. Un qui est capable de vous donner un chiffre et le deuxième qui ne le sait pas. C'est déjà très embêtant. Et puis, une fois qu'on a la réponse, si cette externalisation est importante, la deuxième question, c'est où est externalisée justement cette production, géographiquement, bien sûr. Et la troisième question, c'est est-ce qu'il y a une limitation de l'externalisation ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est sur une externalisation en chaîne qui conduit à des problématiques extrêmement fortes de suivi et à la fois de la qualité, mais aussi des pratiques ? Ou est-ce qu'on a certaines entreprises qui maintenant limitent la chaîne de fournisseurs à 1, 2, voire 3 fournisseurs maximum derrière leur premier fournisseur, celui avec lequel ils parlent ? Une fois qu'on a cette première vision, eh bien, comment l'entreprise va auditer finalement ce qui vient juste d'être décrit, c'est la démarche naturelle d'une entreprise. L'audit, ça ne doit pas être vu comme un contrôle coûteux de type un peu gendarme, ça doit être vu comme un élément très puissant de valeur ajoutée et de pérennité de son activité, parce que faire la sélection des bons fournisseurs, les accompagner dans la durée pour qu'ils soient en fait avec l'entreprise par tout temps, eh bien c'est fondamental, parce que cette rupture dans la chaîne de fournisseurs, elle peut être très critique. Elle peut être critique parce qu'elle s'arrête, mais elle peut être critique aussi parce que la qualité fait défaut. Et donc, à ce moment-là, quel est l'audit qui est réalisé ? Donc, est-ce que c'est l'intégralité des fournisseurs ? Est-ce qu'il y a des clauses dans les contrats, par exemple, qui sont mises de type s'il y a une rupture sur des enjeux de conditions de travail, des enjeux de qualité, des enjeux liés à la manière dont l'environnement, les externalités sur l'environnement sont mesurées, éventuellement négatives, sont gérées ? Eh bien, est-ce que ce sont
sont des clauses de rupture de contrat. C'est nouveau, hein. Il n'y a pas si longtemps, on avait des clauses de rupture de contrat qui ne tenaient pas du tout compte de ces enjeux-là. Et finalement, le simple fait qu'une entreprise montre qu'elle a intégré dans le contrat ces clauses, c'est un premier élément. Et puis finalement, est-ce qu'il y a des fournisseurs qui sont en risque? C'est rare qu'une entreprise, enfin, la plupart des entreprises vont vous dire qu'il n'y a pas eu de fournisseurs identifiés à risque. C'est possible, mais je trouve que c'est plus pertinent d'avoir finalement une chaîne de constat au sein de cette chaîne de fournisseurs pour dire on a constaté sur cette année tel et tel problème et voilà comment on va les réorienter. Et puis dernière question fondamentale, et qui fait le lien avec le sujet de l'audit, eh bien, c'est quelle est la part des dépenses qui est accordée justement pour l'audit de ces fournisseurs. Aujourd'hui, il n'y a quasiment aucune entreprise qui fournit cette information-là. Elle est quantitative, elle est très pertinente et je crois qu'elle témoigne de l'importance qui est accordée justement à cette chaîne de fournisseurs. Donc voilà comment on essaye de rendre de manière un peu plus objective cette analyse qui est très subjective et qui pour nous est compliquée parce que là, on va très très loin et on doit faire confiance dans l'entreprise à laquelle on adresse ce type de questions. Et justement, quels sont, entre guillemets, vos moyens d'investigation? Parce que ça nécessite une intimité beaucoup plus forte avec l'entreprise. On n'est plus simplement sur le bilan, sur le compte de résultats, sur un discours. On rentre là dans le moteur, sur l'opérationnel. Quels moyens avez-vous? Alors, sincèrement, aujourd'hui, on est au stade du dialogue, c'est-à-dire qu'à part les quelques éléments quantitatifs que j'ai évoqués, pourcentage de la chaîne auditée, pourcentage de la chaîne externalisée, niveau de dépenses pour l'audit, et puis éventuellement les clauses et à quel point elles sont contraignantes dans les contrats, on n'a pas d'éléments beaucoup plus objectifs que ça. Qu'est-ce qu'il va y avoir après pour pouvoir éventuellement donner de la crédibilité? Eh bien d'abord, la confiance que l'on a dans les entreprises elles-mêmes. Et je crois que ça, c'est notre métier, d'accompagner les entreprises dans la durée et de leur faire confiance sur tout un tas d'autres éléments. Et on sait que certains sujets, comme les fournisseurs, sont encore des démarches qui sont en progrès. Et donc, on a des entreprises dans lesquelles on a confiance pour tout un tas d'autres raisons, parce qu'on les connaît, on sait qu'elles ont fait correctement leur travail et qu'elles nous font aussi part de leurs difficultés parfois, parce que on n'est pas dans un monde parfait. Et il faut avoir conscience de ça. Donc la partie subjective de notre métier, c'est cette confiance qu'on va donner justement dans les dirigeants pour mettre en œuvre ce qu'ils nous racontent. Et je crois que là, le rôle aussi de l'auditeur externe, hein, le commissaire aux comptes qui vient certifier les comptes, va être essentiel dans les prochaines années parce qu'une partie de son rôle, c'est d'accréditer ces données extra-financières. Je crois que les grands scandales qu'on a eus ces dernières années et le dernier en date en Allemagne témoignent quand même de l'importance de leur rôle. Nous ne pouvons pas, nous, en tant qu'investisseurs, nous targuer d'être un auditeur sur site. La seule chose que l'on peut faire, c'est aller visiter certaines entreprises. On le fait très régulièrement, mais ce n'est absolument pas une vue globale. Et derrière, d'avoir une confiance dans ce que les managements nous disent. Mais nous sommes dépendants des informations qu'elles mettent dans leur rapport annuel, qu'elles communiquent officiellement, et ces informations doivent être auditées. Pour l'instant, je n'ai pas de meilleure réponse, si ce n'est la dernière qui est factuelle, qui sont les controverses. C'est-à-dire que recueillir tous les jours les controverses des entreprises, qu'elles soient mineures sur un site de production dans un pays éloigné ou pas, et qui est vraiment un sujet très spécifique, ou l'accumulation de petites controverses dans le temps, voire une très grosse controverse, c'est un moyen pour nous de mettre encore une fois en parallèle le discours et la pratique. C'est comme ça qu'on fait aujourd'hui la distinction entre une entreprise qui a une politique qu'elle applique visiblement ou une politique qui est seulement jolie à mettre dans un rapport. Et pour être un petit peu plus technique, dans vos modèles de détermination, de valorisation cible de l'entreprise, comment tout cela se factorise-t-il? Est-ce que c'est par l'intermédiaire du coût moyen pondéré du capital? Est-ce que c'est une petite prime quelque part que l'on ajoute à la valeur? Alors, il y a deux façons de le faire. On va commencer par la partie intégration ESG, donc intégration des critères extra-financiers. Alors, la chaîne de valeur, les fournisseurs, c'est un des 24 critères que l'on regarde. Donc, c'est un parmi d'autres. Mais l'ensemble de ces critères nous amène à une notation d'entreprise et cette notation va être mise dans la prime de risque qui est utilisée dans les modèles de valorisation, tout simplement. Donc, en fait, pour faire simple, une entreprise que l'on valoriserait à un prix de 100,
par exemple, et qui a une excellente note sur les aspects extra-financiers, eh bien la prime de risque va être diminuée et donc on va ajouter de la valeur et donc on va normalement baisser sa prime de risque de 10 à 20%, ce qui peut augmenter d'autant, je dirais, notre objectif de cours, donc la valeur qu'on donne à cette entreprise. Donc une entreprise très bien notée qui serait à 100 au départ, eh bien, si on baisse sa prime de risque, elle va peut-être être à 100 ou 110. Inversement, une entreprise que l'on considère très à risque, eh bien, sa prime de risque va augmenter et à ce moment-là, sa valeur cible pour nous va baisser. Ça, c'est pour ce qu'on appelle l'intégration et qui va toucher l'ensemble des investissements de manière transversale, qu'importe que la philosophie du développement durable soit cœur ou pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que c'est absolument nécessaire dans la prise en compte de la valorisation d'une entreprise. Au-delà de ça, vous avez des gestions qui sont des gestions où le développement durable, eh bien c'est la philosophie cœur. C'est ce qu'on appelle chez nous la gamme Beyond. Et cette gamme-là, elle va sélectionner exclusivement des entreprises justement qui ont des très bonnes pratiques. Ce que je viens de vous décrire avant, à aucun moment je vous ai dit il est interdit d'investir dans une entreprise qui aurait une mauvaise note. Ou dont la prime de risque serait significativement augmentée du fait de ces mauvaises pratiques. C'est juste qu'on en prend compte dans l'investissement. Dans une gamme spécifique où le développement durable est cœur philosophie, eh bien ça va au-delà. Ça veut dire que bien sûr il y a cette prise en compte dans la prime de risque, mais en fait on va surtout avoir une sélectivité des entreprises où toutes ces entreprises qui auront des mauvaises notations seront exclues de notre univers d'investissement. Et là, j'aime pas cette approche qui consiste encore une fois à avoir un peu une casquette de gendarme. C'est une approche d'exclusion ou à l'inverse de sélection de celles qui ont de bonnes pratiques et qui en fait nous conduit à avoir des univers de qualité extrêmement élevés avec vraiment cette approche long terme et donc de construire un portefeuille qui prend en compte dans la prime de risque mais surtout sélectionne ces entreprises comme étant cœur de portefeuille pour des produits dédiés au développement durable. Alors on reviendra un peu plus tard sur le contexte particulier qu'on est en train de traverser et que vivent les entreprises également, évidemment. Mais on a parlé là de critères de sélection. Si on se place maintenant sur le plan de la performance, peut-on considérer que les entreprises engagées en matière de RSE, celles qui font partie de votre sélection, délivrent au fil de l'eau une performance supérieure ou pourquoi pas inférieure à celle de leurs pairs qui n'auraient pas ce niveau d'engagement ? Oui. Alors ça, pour le coup, j'ai une réponse vraiment très importante parce que c'est un des éléments qui est souvent mis à défaut de la durabilité. Vous l'avez dit, c'est la rentabilité. C'est-à-dire, est-ce qu'on choisit la durabilité ou est-ce qu'on choisit la rentabilité ? Depuis 20 ans, ce que j'observe, c'est d'abord que lorsque une entreprise a intégré au cœur de sa stratégie la notion de durabilité, en général, elle est leader sur son secteur. Et ces tournants-là, des changements stratégiques de ce type-là, ne se prennent pas en un an. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une accélération parce que toutes les entreprises sont en train de bâtir leur stratégie de durabilité, de développement durable. Mais en réalité, c'est une culture d'entreprise derrière qui est très longue à mettre en œuvre. Et si vous regardez les leaders aujourd'hui, ce sont ceux qui ont fait des choix stratégiques il y a déjà 10, voire même 20 ans. Donc, je suis absolument convaincue et je trouve que factuellement ça se retrouve que les entreprises qui surperforment aujourd'hui mais qui sont surtout plus compétitives dans leurs marchés respectifs, qui ont aussi gagné des parts de marché, sont celles qui ont intégré la durabilité dès le départ. L'exemple de la vanille, il est extrêmement intéressant. Le sourcing des matières premières chez certaines entreprises est extrêmement important. Il y en a qui ont fait ce choix d'aller vers des sourcings plus coûteux il y a déjà très longtemps par anticipation de problématiques à venir dans la capacité à continuer à pouvoir avoir un sourcing de qualité, mais tout simplement à pouvoir avoir un sourcing tout court. Donc ça coûte un peu aujourd'hui, mais on sait qu'à horizon 2-3 ans, déjà, c'est rapidement rentabilisé, peut-être parce que aussi les consommateurs derrière vont payer pour cela, mais aussi parce que de toute façon, pour pouvoir maintenir son activité dans la durée, on n'a pas le choix. Et donc, je crois que ça, c'est la capacité à avoir une vision à 5 ou à 10 ans qui permet justement à ces entreprises de pouvoir être beaucoup plus performantes aujourd'hui, et ça se traduit énormément dans les marchés. Et du coup, ça se traduit par ricochet, nous, dans nos portefeuilles. Les gestions ISR qui sélectionnent ces entreprises-là depuis des années
ont souffert d'un manque de crédibilité sur la performance. Le fait est que si l'on regarde les très bons fonds ISR depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire des fonds qui sont bons parce que les gérants font le travail d'aller regarder précisément tous les indicateurs dont on a parlé et de sélectionner ces entreprises-là pour ces raisons, eh bien, ont largement surperformé les marchés, voire des stratégies classiques. Donc, ça n'est pas du tout un frein. Et ça, j'y tiens énormément parce que on a vu des retournements forts dans beaucoup de secteurs, producteurs d'énergie, d'électricité, qui durent depuis des années. L'automobile, poussé parfois par la régulation. Et les gagnants dans chacun de ces secteurs sont ceux qui ont fait le choix de la durabilité depuis déjà plusieurs années. Donc, le développement durable, c'est également du développement rentable. Deux questions pour vous, émanant de nos auditeurs. Pour vous, relativement aux banques, quels peuvent être leurs rôles en matière de financement d'activités à bas carbone ou d'entreprises polluantes, notamment en regard des critères d'exclusion que vous citiez? Et puis, vous ai même demandé de savoir si vous avez quelques exemples de banques qui ont parfaitement intégré ces dimensions RSE dans leur pratique de financement. Oui. Alors justement, il y a deux choses différentes dans cette question. La première, c'est les pratiques de RSE, c'est-à-dire finalement, j'allais dire la responsabilité en tant que banquier, financeur de projet ou prêteur tout simplement, de prendre en compte la manière dont une entreprise va opérer ses activités. Hein. Et là, on parle de corruption, d'éthique des affaires, de gestion des ressources humaines, etc., de droits humains. Ça, c'est les principes de l'Équateur qui ont été mis en place il y a plus de 15 ans. La plupart des banques les ont signés et ont établi des politiques sectorielles sur la base de ces principes qui correspondent peu ou prou en fait, aux principes du Global Compact. Donc ça, c'est quelque chose qui est intégré et je donnerai un exemple après. La notion de financement de l'économie réelle et notamment des enjeux dont on parle en ce moment, principalement vert, hein, donc la transition énergétique, et bien là, on voit une accélération depuis 2 ans des banques, notamment européennes, hein, pour publier des chiffres très concrets sur la part des prêts qui ont été octroyés dans le cadre du financement, par exemple, de la transition énergétique. Il y a aussi l'inclusion sociale, souvent, c'est-à-dire la part des prêts qui ont été octroyés à des personnes soit en difficulté, soit à des entrepreneurs pour leurs activités, mais également aussi tout simplement les émissions de green bonds et ainsi de suite. Une des entreprises qui a fait un tournant très très fort, une des banques qui a fait un tournant très très fort récemment là-dessus, c'est CaixaBank Bank en Espagne. C'est pas par hasard, c'est une banque de réseau. Alors évidemment, globalement, les banques de réseau sont beaucoup plus à même de faire ce métier. Hein. C'est vrai que les grandes banques de financement, les BFI, ont eu souvent des pratiques assez houleuses et qui ont fait la une des journaux. Les banques de réseau, donc en Italie, Intesa Sanpaolo, en Espagne, BBVA, Banco Santander, Caixa, que je citais, ici en France, on a principalement Crédit Agricole et BNP, sont des banques qui commencent à publier ces informations et CaixaBank l'a fait récemment avec vraiment des annonces précises sur les émissions vertes ou les green bonds, les fameux green bonds qu'elle a accompagnés, la part de ces prêts octroyés pour les énergies renouvelables, parce que de toute façon, encore une fois, c'est ce que la taxonomie va demander. Quelle est votre part verte? Et la part verte d'un banquier aujourd'hui, eh bien c'est ça, c'est le financement de ces nouvelles problématiques. Et deuxième question, plus technique peut-être, mais au sujet de la prime de risque à appliquer, se dégage-t-il des bonnes pratiques ou des standards qui permettent d'avoir une approche homogène de la prise en compte de l'engagement RSE? Non. Absolument pas. Et d'ailleurs, parce que c'est extrêmement compliqué à mesurer. Nous, aujourd'hui, on applique une décote qui va jusqu'à 20% et une prime, une surcote qui va jusqu'à plus 20%. J'aurais pu vous dire moins 25, plus 25, sincèrement, c'est totalement aléatoire parce que de la même manière que quand vous bâtissez une prime de risque financière, sans prendre en compte la partie extra-financière, eh bien, elle est relativement qualitative, cette approche. Aujourd'hui, pouvoir quantifier précisément l'apport de l'extra-financier dans la valorisation, c'est encore difficile. Il n'y a qu'un seul exemple qui permet de le démontrer et qui est tangible, c'est l'utilisation des quotas CO2. Aujourd'hui, vous pouvez mettre un prix carbone sur votre empreinte,
prix carbone, les quotas CO2 n'étaient pas encore, j'allais dire, payants. Ils vont le devenir l'année prochaine. Ils vont avoir un prix et une vraie implication dans le compte de résultat d'une entreprise. Mais c'est la seule chose que je peux quantifier réellement. Là, je vous parle d'un sujet environnemental parce que l'environnement a cet avantage d'être quantifiable. Si je parle, par exemple, du social, le taux de turnover des salariés, on pressent que ça a un impact quand il y a une trop forte rotation des salariés dans certains secteurs parce qu'on perd en compétences. Mais comment mesurer ce taux de churn, comme on l'appelle, des salariés? Comment évoquer le coût social qu'il va avoir? On sait qu'un taux d'absentéisme, ça se traduit par un coût de la masse salariale. Mais un taux de turnover, combien ça coûte? C'est impossible. Et c'est là que malheureusement, on reste encore dans le qualitatif et je pense qu'on va y rester encore très longtemps. Et je crois qu'il faut peut-être arrêter ce débat de vouloir absolument tout quantifier. Moi, j'ai un métier qui est à la fois quantitatif et qualitatif, et la part qualitative est celle qui m'apporte le plus de valeur. Et même si elle semble subjective et très peu tangible, je crois quand même que c'est comme ça qu'on continuera à aborder ces sujets-là pendant un certain temps. Donc tout n'est pas dans les chiffres, ce qui peut être compliqué pour le directeur financier d'ailleurs. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Absolument. Christine, pour vous, comment se matérialise justement cette création de valeur pour les entreprises, que ce soit de la cotation en bourse, que ce soit au moment de transaction et donc d'acquisition d'entreprise? Arrive-t-on à l'externaliser? Oui, alors le débat, j'ai écouté avec beaucoup d'attention le débat qui vient d'avoir lieu parce qu'il est évident que, alors, nous, typiquement, nos interlocuteurs, c'est le triptyque DG, DRH, DAF. Donc c'est amusant. Donc effectivement, on travaille beaucoup sur, au fond, comment réconcilier tout ça. La question effectivement du climat, c'est aujourd'hui c'est quantifié, c'est le carbone. Donc c'est d'ailleurs aujourd'hui ce qui est très mature. Donc nous, ça fait des années qu'on essaie de craquer ça en se disant comment est-ce qu'on fait pour pas être dans le quali, comment est-ce qu'on fait pour au fond une stratégie vers une économie souhaitable, comment est-ce qu'on fait pour la valoriser, comment est-ce qu'on fait pour valoriser cette question de la pérennité, comme j'en ai parlé, etc. Et alors, moi, je mets sur la table quelque chose sur lequel on travaille depuis 10 ans, qui est pas commun, qui n'est pas propriétaire, même si on l'a beaucoup développé, qui est tout ce qui est la question des actifs immatériels. Alors entre nous, pour le coup, quand on travaille sur ces sujets-là, on appelle ça en plaisantant les immatériels actifs, parce que c'est des immatériels qui galopent. Immatériels d'ailleurs, qui souvent, dans un cas de transaction, sont pour le coup valorisés. D'accord, et qui ne se réduisent pas à la marque. Et donc, en fait, nous, très souvent, comment on travaille avec les DG pour essayer de mesurer cette création de valeur, pour essayer, à défaut de quantifier, au moins de mesurer, je fais une petite nuance dessus, qui est quand même importante, en disant, au fond, il y a 3 classes d'actifs immatériels. Il y a une classe qui est ce qu'on a appelé, et ça c'est ce qu'on pourrait appeler au fond le social, dans un sens, c'est l'humain, capital humain, qui reste quand même extrêmement important, hein, la rétention des talents, l'attractivité, pareil, on peut quand même mesurer des choses comme ça. Tout ce qui est, là pour le coup, ça a été largement évoqué, tout ce qu'on appelle nous le capital organisationnel, à savoir tout ce qui est la relation et l'écosystème. Donc là maintenant il y a les fournisseurs, on parle beaucoup des achats for good, enfin toutes ces choses-là, mais de façon plus générale, nous il y a quelques années, je peux en parler, c'est une entreprise publique, puis il y a prescription, on avait travaillé avec la Compagnie des Alpes, par exemple, toute la relation à l'écosystème d'entreprises comme la Compagnie des Alpes, c'est effectivement un actif extrêmement important, surtout quand on est dans une forme d'économie un peu mixte, mais pas seulement. C'est vrai pour les assureurs, c'est vrai pour tout. Et puis tout ce qui est aussi management et culture, sur lequel, pour le coup, je crois que ça a été mentionné plusieurs fois, y compris dans ce débat qui est quand même autour de la finance. La question de comment est-ce qu'on en fait un comportement quotidien, comment est-ce qu'on met la question de la responsabilité, sustainability, etc. au centre de la culture d'entreprise, une préoccupation quotidienne, etc. Pour le coup, ça aussi, ça peut être valorisé. C'est de la prime de marque. Nous, on mesure des choses autour du brand engagement, de l'attractivité des marques, etc. Donc il y a une forme d'indicateur. Donc création de valeur aujourd'hui, certainement valeur immatérielle, certainement valorisée au moment des transactions. Enfin, nous, on en est convaincus. Mais même avant, des choses qui peuvent être pilotées, mesurées avec des indicateurs. Voilà. Et on pense qu'au fond, cette question des actifs immatériels, on en parlait beaucoup il y a quelques années, qui a été, je dirais, il y a une dizaine d'années, qui a été un peu, pas mal, les DAF les poussaient pas mal sur ces sujets-là. Et puis c'était un peu tombé, passé de mode. Je sais pas, je pense que pour le coup, ça vaudrait le coup
il y a tout un corpus, au-delà des travaux qui sont faits vraiment sur la comptabilité, les nouvelles normes IFRS, etc. Ça vaudrait le coup de retravailler cette notion, encore une fois, d'actifs immatériels pour intégrer les notions de responsabilité. Voilà. Jusqu'à parler de ROI, est-ce que c'est une ineptie? Évidemment, ça rassurait les directions générales quand elles font des investissements, les investisseurs également. Est-ce que cette notion de ROI, elle est également pertinente en matière de développement durable? Moi, je pense qu'elle l'est. On avait d'ailleurs essayé pareil. Je dis essayer parce que tout ça est un travail avec des clients et des partenaires qui veulent bien jouer avec nous. On avait essayé de travailler sur un ROI matériel ou un REXI matériel. Alors après, il y a des choses on retrouve beaucoup de choses dans les primes de marque, ça c'est sûr. Mais il peut y en avoir d'autres. On peut très bien avoir. Mais on peut mesurer un ROI extra en intégrant forcément des coûts ou plutôt des non-coûts. Des coûts d'opportunité qui permettent pour le coup d'améliorer un ROI qui facialement effectivement pourrait être moins bon. Donc ça vaut le coup d'essayer. Est-ce que vous y êtes essayé? Est-ce que vous envisagez de le faire? On le fait de façon qualitative. Ce qu'on n'a pas, c'est un calcul bien puissant. Enfin, on a essayé de créer une matrice où on essaye de pondérer l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement, sur le social et sur l'économique, pour justement choisir nos innovations. Donc on s'essaye. Après, est-ce que c'est le bon outil? Est-ce qu'il y a mieux? Sûrement. Mais oui. Et essayer de quantifier vos dépenses. On le voit notamment l'État français qui s'est lancé dans la détermination de ce que sont les dépenses vertes et les dépenses brunes. Est-ce que c'est des choses qui sont également en réflexion chez vous, d'arriver à qualifier quelque part les natures de dépenses et d'investissements? On le fait, et le rôle justement que j'ai aussi au sein de l'entreprise, c'est de vérifier la façon dont on alloue nos ressources. Donc il y a des budgets qui sont dédiés sur des investissements plus responsables, au même titre qu'il y a une partie de budget qui reste nécessaire pour continuer à communiquer sur notre marque et à continuer à investir sur nos produits. D'accord, donc dépenses vertes, dépenses brunes et peut-être dépenses neutres? Pas forcément brunes, en tous les cas, c'est des dépenses nécessaires qui ne sont pas identifiées comme vertes, en tous les cas. D'accord, et qui fait quelque part cette gage de triard et ce juge des élégances entre ce type de dépenses pour arriver à les qualifier? Est-ce que c'est organisé au niveau de la direction générale? C'est à votre niveau, au niveau de la direction financière? Au niveau de la direction financière, quand je fais mes analyses, oui, je les distingue comme étant des investissements un peu plus responsables. Après, les prises de décision sont faites bien sûr collectivement avec la direction et les responsables de chaque division, enfin de chaque métier. Très bien, merci beaucoup pour ces témoignages sur cette notion de création de valeur qui est évidemment extrêmement importante pour les directeurs financiers. Quatrième séquence autour de Covid, évidemment, c'est la thématique du moment, je dirais même presque du jour en France, évidemment, avant les annonces de ce soir. Première question à Christine. On traverse une crise sanitaire sans précédent. Est-ce que les entreprises à engagement RSE, dans leur pratique, se distinguent-elles? D'abord, c'est un peu frais, parce que tout ça est quand même, je pense, ça saisit tout le monde par surprise, etc. Et par ailleurs, il y a des grosses variations selon les secteurs. Moi, il y a une chose qui me frappe au sein de, pour le coup, Entreprises et Progrès. Au mois de mars-avril, on avait, comme tout le monde, ou comme beaucoup en tout cas, essayé de trouver des choses qui permettent de donner des lueurs et des éclairages à nos adhérents. Et il y avait eu une conférence qu'on avait organisée qui m'avait beaucoup marqué, qui était avec Jean-Marc Vittori des Échos, qui est assez connu, et qui disait, en fait, là, il va y avoir deux évolutions, enfin je vois deux évolutions, non pas la fameuse courbe en K, mais il va y avoir des entreprises qui vont être dans un mode survie. Et là, pour le coup, le mode survie, ça va être quand même compliqué d'être très ambitieux en matière de RSE. Et là, il y en a, et on voit bien qu'il y a certains secteurs aujourd'hui dont il est un petit peu compliqué quand même de leur demander des niveaux d'exigence. En revanche, ce qui est vrai aussi et ce qu'on constate, il y a les autres, celles qui, sans être flamboyantes, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'il y ait flamboyant, à part quelques rares exceptions digitalo-commerciales, il y a toutes les autres. Et ces autres-là, aujourd'hui, c'est justement en ce moment
qu'elles investissent sur des projets de nature économie responsable, sociétale ou RSE. Donc, j'ai envie de dire, je ne sais pas si elles vont mieux. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que les entreprises, celles qui sont au-dessus de la ligne de flottaison, qui ont envie de regarder l'avenir, etc., aujourd'hui, c'est des budgets de projet, hein, parce que les budgets de projet sont coupés, comme partout. C'est des budgets de projet qui, aujourd'hui, sont relativement préservés pour celles, encore une fois, qui veulent garder ces éléments de respiration. Donc, il y a quand même probablement une perception du fait que la pérennité est à ce prix, même en temps de crise comme nous le vivons. Voilà. D'accord, donc la RSE est-elle soluble dans la crise? Il y a des raisons d'espérer que non. En tout cas, je pense qu'il faut se dire qu'elle ne le sera pas. Très bien, voilà une raison d'espérer. Léa, concernant l'attitude des marchés, et on l'a vu récemment, les sociétés cotées en France ont été beaucoup plus agressives dans les efforts qui ont été demandés aux investisseurs, hein, puisque c'est une coupe des dividendes de l'ordre de 70% des entreprises, quand d'une façon générale, j'ai cru comprendre, c'était de l'ordre de 30%, mais ceci accompagné d'ailleurs, et beaucoup plus que sur le reste du monde en France, des efforts demandés également en matière d'évolution des rémunérations des dirigeants. En tant que gérante, voyez-vous aujourd'hui une résistance différente des valorisations des entreprises qui se sont engagées en matière de RSE? Alors oui, effectivement, hein, de ce point de vue-là, sur cette question précisément, c'est flagrant. D'une manière générale, les entreprises qui se sont engagées vers de la RSE vraiment profonde et ancrée dans leurs pratiques, et qui en plus ont une partie de leur croissance qui est liée aux grandes tendances de long terme, notamment du développement durable, sont des entreprises qui sont beaucoup moins volatiles en bourse et qui, en général, vont avoir des profils défensifs très forts, y compris dans leurs opérations, c'est-à-dire des marges qui sont moins impactées en relatif, hein, bien sûr, et des croissances de chiffre d'affaires qui sont également moins impactées. Donc, tout simplement, pour donner un exemple un peu concret, une gestion ISR chez nous, une des gestions ISR qui a traversé évidemment la période mi-février, mi-mars, qui a été assez compliquée, sur une baisse de marché de à peu près 35%, elle baisse de la moitié. Et donc, cette résilience-là, elle est assez forte et elle est assez commune finalement aux gestions vraiment ISR. Peut-être pour quand même expliquer de manière un peu plus précise, la gestion du Covid pour nous en tant qu'investisseurs et la manière dont on regarde dans les entreprises cet impact, ça va être fondamental. C'est une crise sans précédent. On ne peut même pas la comparer à la crise financière, on ne peut pas la comparer à la crise grecque, entre guillemets, qu'on a eue. C'est une crise qui est mondiale, qui touche tout le monde au même niveau, qui ancre encore plus justement la notion de responsabilité, durabilité des acteurs économiques. Il y a eu des réactions très, très vives sur la coupe des dividendes qui étaient absolument nécessaire. C'est-à-dire qu'il aurait été impensable dans l'opinion publique de payer les dividendes de manière classique sans faire de modifications dans cette politique-là, en parallèle en restructurant éventuellement ou en utilisant des mécanismes qui ont été proposés par les États. Mais ça va aller au-delà de ça. Je crois que ça a témoigné surtout d'une chose très importante, c'est qu'il faut aujourd'hui regarder l'entreprise et la manière dont sa valeur ajoutée, elle est répartie. Ça, c'est une notion que nous, on regarde depuis quelques années à travers ce prisme de responsabilité et de durabilité, mais qui est mal appréhendée par les investisseurs classiques. C'est quoi la valeur ajoutée d'une entreprise et comment elle est répartie? Elle est répartie entre, finalement, bon, bien sûr, ses actionnaires, ses salariés, mais également les fournisseurs, l'État, les taxes qui sont payées, les développements. Ça, ce sont des notions qu'on va regarder. Et cette répartition de la valeur ajoutée-là, elle doit être d'abord relativement équitable, mais surtout pérenne dans le temps. Et je crois qu'au-delà des dividendes, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des notions sur comment les fournisseurs ont été payés,
comment les salaires ont été maintenus côté salariés et à l'inverse peut-être les bonus ou les salaires des dirigeants réajustés au moins temporairement. Cette façon-là de traverser la crise, elle est un témoin de la qualité à venir des entreprises qui est très fort. Et je voudrais juste conclure sur une chose concernant le Covid qui, à mon sens, est très importante, c'est qu'on voit une décorrélation, je l'ai abordé très rapidement en introduction, mais une décorrélation très forte des marchés financiers et de la réalité économique des entreprises. En témoigne l'accélération et le regain très fort des marchés depuis avril, qui est absolument contraire à ce que les entreprises nous ont dit. Les entreprises nous ont dit, nous n'avons pas de visibilité, nous ne savons pas combien de temps cette crise va durer, nous ajustons comme nous pouvons, mais sincèrement, c'est très difficile de faire des prévisions, et de voir les investisseurs qui font cette course à essayer de savoir quels vont être les résultats du prochain trimestre, c'est totalement aberrant, et ça ramène à la réalité de notre métier qui est revenons à une temporalité dans nos investissements qui est cohérente avec la temporalité de la réalité économique des entreprises. Si on ne fait pas ça, eh bien effectivement nos métiers d'investisseurs n'ont pas de sens, et je crois que la durabilité, la responsabilité, c'est un moyen de réconcilier ces deux horizons de temps. Donc, retour aux fondamentaux comme palliatif à l'irrationalité des marchés, c'est le message que j'entends. Maëlyn, les prairies bio, comment avez-vous vécu cette crise? Quelles ont été les actions qui ont été mises en œuvre et comment cela faisait-il miroir à votre engagement RSE? Alors, on a eu la chance de ne pas être touché par cette crise. On a réussi à maintenir les emplois à 100%. Finalement, on est dans un secteur d'activité aussi qui fait que les personnes étaient chez eux et consommaient plus de yaourt. Donc forcément, ça a été... après, les collaborateurs se sont dégagés du temps. On consacré leur temps aussi à gérer des dons dans les hôpitaux, à donner de leur temps aussi à des associations pour leur apporter des compétences sur leur métier, marketing, commercial, etc. Et ça a été vraiment quelque chose qui nous a touchés parce que forcément, quand on voit tout ce qui se passe et qu'on a une activité qui s'en sort peut-être un peu mieux que les autres, c'est un peu compliqué quand on a des engagements RSE comme ça, de ne rien faire. Et du coup, ça nous a poussé justement pendant cette période-là, et même, on continue, à se poser la question de l'accessibilité de nos produits et de se dire, suite à cette grande crise, il y aura forcément des personnes qui auront un peu plus de mal au niveau économique à acheter, ne serait-ce que nos yaourts. Et du coup, comment on peut faire pour avoir la chaîne équitable de l'amont, mais aussi jusqu'à l'aval, et rendre nos produits un peu plus accessibles sur une partie. Le Covid comme accélérateur d'engagement. Oui. Je crois comprendre qu'Antoine Lemarchand nous a rejoint. Est-ce que c'est le cas? Apparemment, ça ne l'est pas encore, donc on devrait le retrouver très rapidement. À cette question du rôle du directeur financier dans ce contexte de crise, quelles doivent être les qualités qui doivent être dégagées, quel doit être l'accompagnement, je dirais, des comités de direction qui font face à une crise sans précédent où l'effet d'expérience ne joue absolument pas, où la visibilité, Léa le disait, est extrêmement limitée. Quel est le rôle aujourd'hui qu'il doit développer aux côtés du comité de direction, mais également des équipes? Il doit être on va dire un chef d'orchestre, donner toute la visibilité sur les résultats pour l'instant économiques, mais aussi justement tout ce qui est de la partie extra-financière. Donner la visibilité aussi sur la répartition de la valeur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sur les investissements verts ne doivent pas représenter la majorité. Il y a d'autres investissements qui doivent être faits qui ne sont pas forcément verts. Et marcher main dans la main avec toutes ces parties prenantes qui eux aussi ont envie de faire avancer les choses dans le même sens, et ce qui fait que ça facilite le rôle du DAF, je pense. Et de votre côté, Léa, quelles sont aujourd'hui vos attentes en termes de
de discours, d'éléments de communication, de proximité aussi vis-à-vis des directeurs financiers qui sont votre premier interlocuteur concernant les entreprises? Bien paradoxalement à certains, moi ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est justement les plans d'investissement, et c'est-à-dire le maintien de certains budgets dits essentiels et pas tellement comment faire un atterrissage de marge ou de résultats qui soit conforme plus ou moins à la fin de l'année 2020 à ce qu'on aurait pu attendre sans crise. C'est-à-dire qu'en gros, je les attends sur voilà, quelles leçons tirer, quels sont les éléments de résilience qui ont été apportés. Certes, peut-être certains budgets vont coûter sur la marge, mais doivent être maintenus. Pour quelles raisons? Quels sont les éléments nécessaires à la survie de l'entreprise à 5 ans? Moi, c'est là-dessus que j'ai vraiment de fortes attentes pour l'année prochaine et dès à présent d'ailleurs. Christine, un regard sur la posture du directeur financier dans des temps troublés? Oui, pour le coup, c'est un sujet qui m'interpelle personnellement beaucoup parce que j'en parle je parle évidemment avec beaucoup. Alors, il y a quelques années, quand je dis quelques années, c'était il y a 3 ans, il y avait des économistes qui avaient fait un petit papier dans la rubrique pour ceux qui aiment bien, qui s'appelle Schumpeter, qui est toujours assez rigolote, qui s'appelait le CFO impérial. Et la thèse du petit article, c'était de dire, le CFO, en fait, dans le monde aujourd'hui, les CEO, ils valsent. D'ailleurs, tout le monde valse. Les CFO, pour plein de raisons, ils sont quand même là. Ils ont la main sur tous les investissements. Vu qu'ils font de l'audit, c'est eux qui connaissent le mieux la boîte. En plus, ils sont là pendant très très longtemps. Ils gèrent les M&A, ils gèrent les retours sur investissement, ils allouent les actifs. Et en fait, ils prennent une place presque un peu trop importante. Et il serait temps que, alors je crois, les stratégies officers ou les CEO reprennent un peu la main sur ces CFO impérieux qu'il faut un peu calmer. Donc je réfléchissais à ça ce matin et en me disant, mais au fond là, en fait c'est peut-être l'inverse. Moi, l'inverse, les attentes, je trouve qu'on pourrait avoir par rapport au CFO, au DAF, aujourd'hui, c'est pour le coup de redevenir impériaux. Ils connaissent les entreprises, ils sont là souvent quand même assez longtemps. Ils connaissent l'entreprise dans ses moindres recoins, très souvent. Ils connaissent les salariés. Ils ont ça peut être, d'une façon, ça a été rappelé, un peu des maîtres des horloges, parce que c'est eux quand même qui aussi peuvent influencer sur les temps de ROI, les cycles, même la façon dont on peut anticiper, dont on gère les plannings stratégiques, quel est l'horizon de temps, est-ce qu'on est à 6 mois, etc., indépendamment encore une fois des obligations financières, etc. Donc moi, mon envie, ce serait que les CFO aujourd'hui, ça ressorte comme étant les premiers partenaires de la pérennité ou de la soutenabilité, justement en redevenant impérieux, au sens noble du terme, pas des censeurs, mais redonner du temps au temps, finalement. Ce qui me semble être aujourd'hui, en 2020, une notion très importante. Léa, vous évoquiez le retour aux fondamentaux. Est-ce que vous avez vu dans la communication financière des entreprises depuis l'émergence de cette crise sanitaire une évolution significative? Évidemment, rendre compte de la situation dont l'entreprise vit cette crise, son impact sur le résultat, mais est-ce que vous avez vu dégager des lignes de force, des tendances ou des inflexions de cette communication financière vis-à-vis de la part des directeurs financiers, mais également des directions générales? Sincèrement, non, mis à part effectivement ce sujet de dividendes qui a été très clair. Elles ont surtout communiqué dans l'urgence, et je pense que là, on ne peut pas leur en vouloir aux entreprises. Il y a à peine 6 mois qui se sont passés depuis le début de la crise. Donc là, ça a été une communication vraiment très rapide sur les principales démarches qui ont été mises en œuvre, notamment pour la continuité des activités. C'était vraiment très opérationnel comme approche. Tout ce qui touche évidemment à leur business et de savoir finalement où est-ce qu'il y avait des ruptures et dans quelles zones géographiques, mais on n'est pas encore au stade du constat et à l'amélioration de la communication de manière un petit peu plus stable. Et c'est normal. Là, je jette pas la pierre, comme on dit, parce qu'elles ont déjà toutes extrêmement bien communiqué dans un contexte qui était totalement nouveau. En revanche, je pense qu'elles sont en train de travailler et il y a une vraie différenciation qui sera faite l'année prochaine sur ce sujet-là.
Mesures de protection des collaborateurs, évolution de la chaîne des chaînes de valeur également avec ces problématiques d'approvisionnement éloignées. Est-ce que vous êtes prête à supporter, je dirais, une inflexion des rentabilités eu égard à ce changement de paradigme? Absolument. Et je dirais même que c'est quelque chose que je supporte depuis plus longtemps que ça, parce qu'en fait, il y a pas mal d'entreprises, notamment familiales, hein, d'ailleurs, qui n'ont pas souhaité réajuster leurs activités et leur manière de gérer leur business pour atteindre notamment les marges et les niveaux de rentabilité de certains groupes comparables qui n'étaient pas des groupes familiaux. Ça fait des années qu'on l'observe, mais en revanche, qui témoignait d'une résilience beaucoup plus forte justement dans ces périodes-là. Et donc, oui, c'est pas parce on fait, j'allais dire, l'impasse d'une partie de la rentabilité là à court terme qu'on ne la retrouve pas dans la durée. Donc c'est toujours la même chose. Cette temporalité, j'en parle en permanence, elle est importante parce que justement, on n'est pas là pour juger sur les 3-4 prochains mois ce qui va se passer dans l'entreprise, mais plutôt comment elle va adresser ses marchés et ses enjeux dans les 5-10 prochaines années. Et oui, ça peut parfois se concrétiser par une rentabilité un petit peu inférieure, mais c'est quelque chose que je regarde à peine en réalité. Merci. Alors, il me semble avoir vu Antoine Lemarchand apparaître à l'écran, et sur cette notion de long terme, il est évident que Nature et Découverte est engagé dans cette direction depuis assez longtemps. Donc bonjour Antoine Lemarchand, j'ai eu le plaisir de vous présenter donc tout à l'heure et l'ensemble de vos activités, mais je souhaiterais que vous puissiez nous présenter de façon un petit peu plus détaillée Nature et Découverte. Alors semble-t-il qu'il aurait de nouveau disparu, mais il semble qu'il réapparaît. Vous voyez, on est en direct, c'est la magie du direct. Bonjour Antoine. On ne vous entend pas. En tous les cas, je ne vous entends pas. Vous êtes peut-être audible par nos auditeurs, mais je ne vous entends pas. Donc, dans ces cas-là, on débranche le micro et on essaye sans le micro, c'est ça ? Alors, en attendant de résoudre le petit point technique, je vais me tourner vers Maïline. Là aussi, dans votre Allô ? Non, faux espoir. Est-ce que dans votre communication vis-à-vis de vos parties prenantes, je pense en amont, le monde agricole, vos fournisseurs, mais également vos banquiers, vos clients, est-ce que vous avez infléchi ou est-ce que vous avez été sujet à d'autres questionnements que ceux que vous connaissez par le passé et amené à délivrer un certain nombre de messages complémentaires, notamment pour rassurer cet environnement ? Par rapport à la crise actuelle, oui. Ça pas plus, non, on n'a pas changé. D'accord, vis-à-vis de la pérennité de votre activité, je pense notamment à vos clients également, le respect de vos engagements, là je pense au monde agricole, vous n'avez pas été sujet à des interrogations complémentaires et assez différentes de ce que vous viviez ? On a beaucoup travaillé en proximité avec eux, ça c'est sûr. Enfin, on a continué à faire finalement ce qu'on a fait au quotidien, peut-être plus effectivement, vu que dans ces conditions-là, on essaie de prendre des nouvelles, de savoir est-ce que nos clients vont être en mesure de pouvoir bien distribuer nos produits. Nos producteurs, est-ce qu'ils vont bien ? Est-ce qu'ils vont pouvoir fournir le lait dont on a besoin ? Et donc ça a été vraiment un travail en proximité, peut-être sûrement plus que d'habitude, oui. Et dans votre environnement financier, je pense notamment à vos banquiers, des questionnements, des incertitudes ? Alors nos banquiers, on ne les a pas au téléphone tous les jours, donc on va dire que notre actionnaire principal est Danone et on est dans le même bateau, donc finalement on était rassurés et rassurants aussi vis-à-vis d'eux. D'accord, très bien, merci. Alors on va réessayer de joindre Antoine. Oui, je vous entends. Eh bien, on vous entend très bien. Bienvenue Antoine. Pardon. Pardon donc, pour ce petit... Moi, je vous entendais, mais je n'arrivais pas à parler. Bah c'est parfait, la connexion est faite. Merci beaucoup d'être parmi nous. Donc, j'ai le plaisir tout à l'heure de vous présenter, mais également, au-delà de
de votre fonction, également les engagements au titre de Nature et Découverte et de la Fondation Le Marchand. Je souhaitais que vous puissiez nous détailler en quoi la RSE fait partie intégrante de la stratégie de Nature et Découverte et en quoi elle impacte ces activités au quotidien. Alors, je vois à Léa qu'il y a beaucoup d'écho, a priori, je crois. Je sais, est-ce que ça fonctionne là, techniquement? D'accord. La stratégie RSE, en fait, elle a été écrite dès le départ pour Nature Découverte, puisque Nature Découverte traite d'un sujet qui est principalement la nature. Et donc la question était de savoir tout ce que nous prenons à la nature, comment peut-on la rendre? On a dès le départ mis en place une fondation très active sur tout ce qui est biodiversité et éducation à la nature, qui a financé à ce jour 2700 projets pour à peu près 13 millions d'euros, un peu plus de 13 millions d'euros. Et ce mécénat, donc, il existe depuis un peu plus de 25 ans. Un autre aspect, c'est l'aspect pédagogique. On s'est dit, c'est très bien de parler de la nature, mais il faut aussi que nos clients et nos équipes comprennent la nature pour mieux la protéger. Donc, on a mis en place beaucoup de sorties dans nos magasins. On a emmené, depuis notre création, à peu près 700 000 personnes dans la nature pour qu'ils puissent découvrir les étoiles, les arbres, les champignons, les oiseaux. Parce que la meilleure manière de le protéger, encore une fois, c'est de comprendre notre environnement. Est venue après, je dirais, la partie sociale, puisque évidemment, c'est bien de faire des choses vis-à-vis de la nature, mais encore faut-il bien traiter également tous nos stakeholders. Et donc, c'est le S de la fameuse RSE, où on s'est dit, voilà, on ne peut pas avoir un modèle uniquement tourné vers la nature et du mécénat. Il faut que ça soit beaucoup plus complexe que ça. Et donc, avoir une vraie charte partenariale avec nos fournisseurs sur la qualité, sur les labels, sur le paiement aussi avec eux. Idem avec évidemment nos équipes. Donc, l'intégration du féminin, l'intégration du handicap, l'intégration également des contrats longs. Dans un métier qui est le commerce où les contrats courts et précaires sont légion. Et puis, évidemment, un contrat avec nos actionnaires pour que nous puissions, certes, faire plein de bonnes choses, mais également que notre entreprise dégage non pas de la valeur, mais des valeurs, dont une qui est celle du risque pour nos actionnaires. Je pense que voilà, la stratégie RSE, elle est inhérente à la stratégie globale de l'entreprise. Pendant très longtemps, on n'a pas eu de responsable RSE. C'était moi, le responsable RSE. Avant ça, c'était mon père qui dirigeait l'entreprise. Aujourd'hui, on a une responsable parce qu'il y a beaucoup de normatifs et de techniques à la RSE. Mais c'est un contrat qu'on a créé il y a 5 ans. Et on ne l'a pas fait avant. Bon, je ne vais pas détailler tout parce qu'on fait beaucoup de choses au niveau du carbone également. On a été une des premières entreprises à avoir une double comptabilité euro-carbone. Et on a été la première entreprise en France à faire un rapport RSE qui s'appelait le rapport Arc-en-Ciel en 1994. On a évoqué également le poids de la réglementation est particulièrement importante en France en ces matières-là, la dimension normative, mais aussi la nécessaire standardisation. Vous avez fait le choix exigeant de Bicorp. Est-ce que vous expliquez pourquoi vous avez fait ce choix ? Alors, on a fait un choix Bicorp il y a maintenant 5 ans. On a été la deuxième entreprise française à être labellisée Bicorp pour plusieurs raisons. La première, c'est que en fait, on nous interrogeait souvent dans des tables rondes, dans des forums sur ce que nous faisions. On était assez content de dire qui nous étions et ce qu'on faisait, mais on manquait d'un aspect communauté. Et donc, on a rejoint une communauté qui aujourd'hui a à peu près 3000 entreprises dans une 50aine d'industries dans 70 pays. Donc, le côté communautaire, vous savez, c'est cette masse critique qui permet de changer un peu les choses. Parfois, on dit que c'est 5%, d'autres disent que c'est 10%. Enfin, en tout cas, l'essentiel, c'est de
faire partie d'une masse critique. Là, aujourd'hui, en France, on a assez vite franchi le cap des 100 B Corp. Je crois qu'on doit être à peut-être 110 ou 120. Et cette masse critique permet déjà voilà, d'avoir une voix quand on parle aux politiques, aux législatifs, d'avoir une voix même plus globale vis-à-vis d'autres mouvements patronaux. Et également, permet de se challenger entre nous, puisque, encore une fois, je vous le disais, on est dans plusieurs secteurs. Pour vous donner un ordre d'idée, B Corp, c'est un score sur 200 points, et nous en avons 86. Alors, très souvent, les gens me disent c'est extrêmement décourageant, parce que on sait que Nature Découverte, vous faites beaucoup de choses, et vous n'avez que 86. Néanmoins, l'essentiel, c'est de progresser. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est de nous comparer et discuter avec les meilleurs du marché, notamment sur ceux qui font partie de B Corp, pour voir quels sont les aspects en gouvernance, en fournisseur, en client, en salarié, en sociétal en général, ce sur quoi on peut s'améliorer. Et puis, dernier point sur B Corp qui est important, c'est que c'est un des rares référentiels qui intègre la raison d'être, donc qui fait partie de la loi Pacte de l'an dernier, et qui challenge notre raison d'être. C'est-à-dire, évidemment, on a notre phrase qui a été écrite, mais le point principal, c'est de savoir quelle est la part de chiffre d'affaires nouvelle générée par cette raison d'être, quels sont nos renoncements, ce à quoi on renonce par cette raison d'être. Et puis, la raison d'être, c'est bien de l'écrire, mais est-ce qu'on va évoluer vers entreprise à mission, pourquoi pas même le dernier étage de la fusée qui est entreprise détenue par une fondation. Là, aujourd'hui, on est détenu par un groupe, qui est le groupe Fnac Darty depuis 1 an et demi. Mais en tout cas, c'est une première démarche. Et donc, B Corp nous challenge tous les 2 ans sur l'ensemble de ces aspects pour progresser, nous, en tant que tels, mais également progresser par rapport aux autres. Vous avez évoqué les niveaux d'investissement et vous parliez également de cet aspect, cette dimension de chiffre d'affaires liée à la raison d'être. Est-ce que cette quantification est absolument nécessaire ou au contraire, par rapport aux objectifs qui dépassent la simple performance financière, c'est une ineptie de parler de quantification de dépenses, quantification d'investissement et également la contrepartie de ça, c'est d'identifier quels peuvent être les bénéfices de ces dépenses, ces investissements? Moi, je ne raisonne pas en termes d'investissement. On a longtemps parlé de la triple bottom line qui a un avantage, mais ce qui est intéressant, c'est aussi la triple top line. Finalement, quelles vont être les parts de chiffre d'affaires qui vont finalement rencontrer, pour simplifier, les objectifs de l'ONU d'ODD? Parce que la raison d'être, et pardon, j'aurais dû démarrer par ça, mais la raison d'être, c'est ni plus ni moins que la rencontre du talent de l'entreprise, ce sur quoi on est bon, avec les besoins du monde. Alors, ils ont été résumés par l'ONU avec les 17, je crois, objectifs. Et donc, c'est de se dire, voilà, quels sont les objectifs qu'on va essayer de caser, et donc, du coup, de toucher au travers de notre chiffre d'affaires. Si on dit que notre objectif, c'est d'améliorer l'éducation dans le monde, ou en tout cas dans la zone dans laquelle on opère, quelle est la part de chiffre d'affaires qui peut être justifiée par rapport à ça? Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que la raison d'être, elle doit être transformative. Elle ne doit pas être juste un descriptif de ce que nous sommes. Aujourd'hui, le thème de notre table ronde est très orienté autour de la finance. Aujourd'hui, on est dans un contexte où les big boss des entreprises sont les directeurs financiers dans un contexte Covid. Leurs patrons leur délèguent le fait d'aller tailler dans du CAPEX, dans des OPEX, d'améliorer si possible les TRI ou en tout cas les durées de payback parce que visibilité faible. Ok, c'est très bien, mais tout ça fait que nos équipes, en termes de management, il faut aussi leur donner des objectifs ambitieux et enthousiasmants. Voilà. Je crois qu'en fait, personne n'arrive à s'enthousiasmer autour d'un ROC, d'un EBITDA ou d'un TRI ou d'un free cash flow. C'est très bien. D'abord, c'est un jargon qui est partagé par très peu de gens. Et la communauté financière s'évertue justement
à garder ce côté jargonneux comme un énarque essaie de garder les aspects complexes de l'administration pour éviter d'avoir une ingérence trop forte du reste du personnel. Alors, je suis un petit peu méchant avec les DAF, mais c'est ce qu'on voit assez souvent. Et donc, bien sûr que là, aujourd'hui, toutes les entreprises sont soumises à pression, les entreprises européennes et françaises notamment, dans un contexte où on va faire moins 10% de PIB et uniquement 6% l'an prochain selon le FMI en France, c'est clair qu'on est sous pression. Donc, clairement, le PDG se dit, bon, quel est mon projet plus global que je peux proposer à mon équipe? Et je crois qu'une raison d'être ambitieuse et transformative vient à point, et la loi Pacte vient à point. Je fais partie de Bicorp, mais je fais aussi partie, je suis co-dirigeant d'un réseau qui s'appelle Entreprises et Progrès. C'est une centaine de chefs d'entreprise qui justement travaillent toujours sur ces aspects de comment peut-on manager nos équipes dans un contexte très complexe aujourd'hui, très VUCA. Il n'y a jamais été autant VUCA et même anxiogène. Comment peut-on donner un peu de l'espoir? Comment peut-on rallumer les étoiles, comme disait Apollinaire? Et je pense que la raison d'être peut nous aider à le faire. Voilà, donc directeur financier, soyez comptable de la performance, mais soyez également inspirationnel. C'est le message que j'entends. Et la qualité, parce qu'en fait, on parle beaucoup de quantitatif, et je crois que le monde de demain sera qualitatif avant tout. Je crois que aujourd'hui, si on veut faire de la marge, là je vais être vraiment, si on veut faire la marge brute, nous n'avons pas d'autre choix que d'essayer sans arrêt d'aller vers la qualité, produit, service client. Je vois tellement d'enseignes aujourd'hui qui sont nickel au niveau des compliance, au niveau du digital et tout, et qui n'ont pas travaillé la qualité de prestation, leur offre de produits, leur offre de services, leur offre client, et qui coulent. Voilà. Donc il y a plein d'entreprises là dans le textile qui sont superbes au niveau compliance normatif ou système informatique ou système comptable, mais qui en ont oublié la prestation de base, le job to be done vis-à-vis des clients. Lors de la préparation de cette table ronde, on a longuement partagé sur la notion de TRI et TRI socialement acceptable, ou à l'inverse peut-être socialement inacceptable, parce que dégagé souvent au détriment de parties prenantes ou de la planète. Est-ce que vous pouvez nous exposer votre vue là-dessus? En fait, oui, elle est très simple, ma vue. Elle est qu'une entreprise répond à des besoins de clients et à des souhaits de clients. Alors, les souhaits sont plus ou moins exprimés. Steve Jobs disait que non, c'est à nous de deviner les souhaits. Bon. Mais en tout cas, il y a un souhait très fort, je crois, partout, en tout cas dans la communauté occidentale, qui est d'acheter avec du sens, de consommer avec du sens, voire même pour certains moins consommer. Ou en tout cas consommer plus de l'immatériel, du transformatif, de l'éducatif. Et ces souhaits ne s'expriment pas forcément dans les statistiques de la consommation, parce qu'on voit aujourd'hui deux mouvements. Le mouvement du haut de gamme qui marche plutôt bien, et le mouvement du bas de gamme, en tout cas dans le retail, qui marche aussi très bien. On voit dans le commerce tous ces nouveaux arrivants, de solderies qui viennent du Nord ou qui viennent de Chine, qui font du prix très bas. On voit du textile également, des Irlandais, enfin plutôt chinois, mais l'enseigne irlandaise, à des prix très bas, et qui ont aussi beaucoup de succès. Et ça, je m'interroge, parce qu'en fait, d'un côté, on a des gens qui nous disent « je veux sauver la planète et je veux que tout le monde ait un job digne sur cette planète », et puis de l'autre côté, j'achète un jean à 5 euros. Derrière un jean à 5 euros, il y a forcément des dommages sociaux ou environnementaux, ou les deux. Pour avoir passé beaucoup de temps sur le terrain, parce que je vais beaucoup voir nos fournisseurs, nos fabricants, nos usines, partout sur la planète, parce qu'on n'a pas de dogme à faire que du français, mais par contre, on a un dogme qui est de faire le meilleur du monde pour un monde meilleur. Donc, on va vraiment essayer d'améliorer la qualité de nos partenaires fournisseurs. Et en fait, elles sont toujours surprises que j'arrive en leur disant que leur produit n'est pas assez cher et que j'aimerais bien que leur produit soit plus innovant,
mais également plus acceptable d'un point de vue environnemental et social, puisqu'on fait aussi beaucoup d'audits. Et ces fournisseurs nous disent très souvent, vous êtes les seuls à demander ça. La plupart demandent moins, veulent plus d'innovation pour moins de social, moins d'environnemental, et on va faire un petit coup de greenwashing ou de purpose washing qui permettra d'étouffer tout ça. Mais un TRI, aujourd'hui, pour être très clair, le coût du capital des entreprises en moyenne est de 7 à 8%. C'est-à-dire le coût qui permet de satisfaire et les actionnaires comme les prêteurs. Ça va être de 7, 8, parfois même 10%. Dès lors, le TRI demandé, en tout cas le retour sur les capitaux investis, doit être au-dessus de ce taux. Et ça, c'est normal, sinon on détruit de la valeur. Néanmoins, c'est sidérant de voir des financiers avoir des demandes de TRI dans leur entreprise de 18, 20%, parfois au-delà de 20%, et qui ne savent pas expliquer pourquoi. Voilà. Pourquoi il y a un écart aussi important entre le coût du capital et les retours sur capitaux employés par les entreprises, et surtout comment ça se fait que la plupart des gens n'arrivent pas à l'expliquer. Et donc, du coup, la seule chose qu'ils aient à faire, c'est d'aller écraser la tête du fournisseur pour obtenir moins. Vous voyez, les négociations commerciales sont en train de démarrer dans la grande distribution. Il y a un gros article ce matin dans les Échos sur le sujet. On a beau faire des lois Egalim, on a beau faire du normatif, des beaux discours, et puis finalement, on s'aperçoit que tout le monde est en train de négocier au plus bas la bouteille de Coca-Cola, les promotions, dans tous les sens. Donc voilà, c'est au client de choisir finalement quel monde il a envie d'avoir, mais il faut que ce client soit cohérent. On parle beaucoup des entreprises, mais encore une fois, les entreprises, elles ont des clients. Si les clients leur demandent de payer un peu plus cher pour du Made in France ou du social ou environnementalement responsable, et qu'il le fait vraiment, eh bien le monde, je pense, s'en portera bien mieux. Donc il faut promouvoir le consommateur. On parlait de... Pour moi, je préférais du mot citoyen, si vous me permettez. Je ne peux plus entendre le mot consommateur, ni consommateur. Je pense qu'en fait, on a des citoyens qui veulent de plus en plus utiliser les entreprises dans lesquelles elles consomment comme médias, comme vecteurs de leur souhait de changer le monde. Merci pour cette ambition. Alors avec le coût du capital et le TRI, on était en plein cœur du sujet d'aujourd'hui qui est autour du directeur financier. Quel est le rôle de la direction financière de Nature et Découverte dans le développement de vos engagements et leur matérialisation ? Le rôle, vous avez tous vu James Bond. Vous savez, James Bond, il y a Q au début de chaque épisode qui donne des gadgets à James Bond pour accomplir des missions extrêmement dures. Pour moi, le directeur financier, c'est tout. C'est pas celui qui vous met du normatif ou des bâtons dans les roues ou du PowerPoint toute la journée. Et pour moi, mon directeur financier, il doit être Merlin l'Enchanteur, il doit être Q, parce qu'on vit une aventure. Finalement, l'entreprise, c'est une aventure, il y a un Graal qui doit être défini, il y a des dragons qui peuvent être des concurrents, qui peuvent être des complexités, qui peuvent être des changements de paradigme. Il y a des épisodes comme dans une série, et puis il y a deux magiciens. Il y a un magicien qui s'occupe des ressources humaines et qui lui va avec des coups de baguette magique nous trouver des super cracks, des super mousquetaires et les former. Puis il y a un autre magicien qui lui va nous fournir les moyens qui peuvent être des voitures volantes, des stylos incroyables ou des montres fléchettes pour arriver à dompter ces dragons. C'est le directeur financier. Il doit nous donner des moyens, il doit nous donner également la compréhension. Encore une fois, je parle beaucoup du jargon. Je trouve que IFRS a complexifié énormément les choses. Dans mon domaine, c'est tout bête, mais par exemple, les loyers de mes magasins ne font plus partie de mon EBITDA. En fait, ils sont après l'EBITDA. Alors, allez expliquer à un commerçant que son compte d'exploitation, il n'y a plus les loyers de son magasin, ils sont après.
il va dire c'est super pour mon EBITDA, mais finalement, en fait, ces loyers, on va les mettre en dette. Il va dire, oui, je ne comprends pas pourquoi c'est de la dette. Non, c'est un OPEX. C'est assez classique. Voilà, ça c'est IFRS 15 pour être précis. Mais toutes ces normes IFRS, nous, on est passé d'un groupe familial avec une compta, on va dire, très pro forma, peut-être un peu ancienne méthode, à un groupe coté et qui nous oblige, et ça, j'en veux pas du tout à mes amis DAF de Fnac Darty de ça, mais qui nous oblige aujourd'hui à faire du compliance vis-à-vis du FRS. Et j'ai noté en quelques mois des équipes totalement perdues par rapport à la compréhension toute bête d'un PNL. Il faut mettre beaucoup de temps, en fait. Donc un DAF, pour son deuxième rôle, au-delà de donner des moyens et des gadgets, je faisais l'image avec you, c'est aussi de faire comprendre, c'est de partager cette connaissance. Et puis la dernière chose, c'est de toujours jouer un critère quanti avec un critère quali. Aujourd'hui, il y a des fonds d'investissement d'impact dont les carry des dirigeants de ces fonds, c'est très intéressant, dépendent de critères qualitatifs, dépendent de critères positifs, et pas uniquement du TRI de l'investissement que le fonds fera. Et ça, je crois que c'est une bonne chose, en tout cas, de multiplier et de faire que le DAF puisse challenger nos équipes sur du quanti et du quali en même temps. Voilà, donc j'imagine les directeurs financiers ou étudiants derrière l'écran qui viennent d'apprendre qu'ils doivent ressembler à Inspecteur Gadget ou Merlin l'Enchanteur, mais je trouve l'image extrêmement intéressante. C'est Q, hein. C'est pas Q qui fait l'émission, c'est James Bond. Hein. D'accord, il doit être bien équipé, ça je l'ai compris aussi, absolument. Ouais. Peut-être une réaction, Christine, Méline ou Léa, au propos d'Antoine. Alors moi, j'ai une première réaction sur les normes IFRS que je partage très très vite parce que on en a parlé avant, Antoine n'était pas là, mais c'est vrai qu'on est sur une standardisation à venir des éléments extra-financiers et que malheureusement les normes IFRS et probablement IS vont probablement être un des moyens de standardiser. La seule chose que je retiens dans ce discours et que j'apprécie beaucoup, c'est la complexité. Là, tel que vient d'être décrit le rôle du directeur financier en ce moment pour Nature et Découverte dans le cadre d'un changement d'organisation récent, c'est finalement une concentration sur de la comptabilité de base, alors même qu'on est en plein cœur d'un contexte où beaucoup d'autres questions devraient traverser l'esprit du directeur financier et de la direction, ce qui j'imagine est le cas bien évidemment, mais ce que j'illustre par là, c'est à quel point les contraintes qui sont mises aujourd'hui sur les entreprises les éloignent de leurs préoccupations principales. Je crois que ça a été très bien dit et je voulais juste souligner que j'étais vraiment d'accord avec ça et c'est assez dommage, regrettable. Back to basics, Méline ? Je suis d'accord aussi. Voilà. Je partage ce qui a été dit et ça revient avec ce que je disais aussi au début, qu'il nous faut des outils, effectivement. Le directeur financier ne peut pas avancer son chiffre sans maintenant qualitatif, effectivement, sur l'extra-financier. Mais faire du reporting, pour faire du reporting, ce n'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est vraiment de se fixer des ambitions et des indicateurs à suivre dans une démarche d'amélioration continue. Donc les normes IFRS, ça peut être un moyen effectivement de formaliser, mais ça ne doit pas être une fin en soi. Christine, sur cette vision du directeur financier ? Oui, non, ce qui m'a amusé, c'est qu'au fond, Antoine a très bien résumé ce que nous débattions depuis 1h30. C'est-à-dire qu'il y a une question de pérennité, il y a une question de cohérence. Je pense que l'histoire Nature et Découverte, c'est une question aussi de cohérence dans le temps, dans l'espace. Et puis il y a la notion du triptyque, on va dire, CEO, DRH et DAF, qui, je vois bien, finalement, cette matinée, on est rentré avec la question du DAF, et puis on termine en disant, pour une question d'impact, entreprise à impact, pour une question d'entreprise pérenne. Il y a ce trio-là qui doit être extrêmement solide et tous les trois aussi un peu pivotés dans leur rôle respectif. Moi, c'est ce que je retiens de ces quasiment 2 heures de discussion. Alors, il y avait une question de nos auditeurs sur
l'émergence de nouveaux métiers et la nécessité de formation adaptée à la prise en compte des investissements durables dans, je dirais, la formation financière. Donc, au-delà de se faire toute la série des James Bond, est-ce qu'il y a à revoir également la formation dans les écoles? Et donc, je remercie les étudiants de l'EDEC, notre partenaire, pour cette conférence, d'avoir posé cette question. Comment le monde académique doit s'adapter? Je pense effectivement qu'il est nécessaire d'avoir des cours optionnels. Je pense que c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Sur la partie de mesure d'impact, sur comment chiffrer l'impact sur l'environnement, sur le social, etc. Parce que ça, c'est pas des choses... Enfin, je n'ai pas eu ça, pour le coup, dans mon cursus quand j'étais encore étudiante. Et c'est vrai que j'apprends sur le tas, j'apprends au contact des opérationnels, j'apprends au contact de la direction RSE. Et c'est sûr que si ça peut être intégré en amont, ce sera bien plus efficace. Bon, et en rappelant que l'EDEC, dans sa plateforme stratégique, a inclus très clairement la finance durable comme étant un objectif. On arrive au terme de cette manifestation. Donc, je tenais à remercier nos différents intervenants, donc Léa Dunant-Châtelet, Christine Duroux, Maëline Nouiva Nisvong et Antoine Lemarchand pour ces échanges tout à fait captivants. Je vous invite à retrouver cette conférence sur le site du World Forum. Je vous rappelle également que c'est une journée dédiée à la finance durable. Nous aurons Bertrand Badré, notre invité, qui nous partagera sa vision sur le rôle que doit jouer le système financier dans un contexte de crise économique, climatique et sociale, de 14h30 à 15h30. Et puis 2 autres conférences passionnantes, co-organisées dans le cadre du World Forum par l'EDEC et l'IPLAS Financière. Donc à 11h, Finance à Impact, comment articuler la rentabilité financière et l'impact social. Et puis de 15h30 à 17h30, l'avenir du système financier et dans le financement responsable. Merci encore à nos différents intervenants et bonne journée à vous.